Merci à vous tous. Je vous remercie d'être là. J'ai toujours un grand plaisir pour moi. Ce sera la deuxième fois, effectivement, que je vous rencontre l'association de l'OMAS. Et l'année dernière, il y avait le docteur Amir Chaban qui était là, mais qui n'a pas pu venir cet après-midi. Alors le sujet qui m'a été donné à traiter n'est pas un sujet très facile. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est votre président qui me l'a imposé. Donc, et je l'ai découvert comme ça. Quelles sont les qualités indispensables d'un bon humanitaire? Ce qui laisse sous-entendre qu'il y a des mauvais humanitaires. Et donc, quant aux qualités indispensables qui font un bon humanitaire, je dois dire que ça m'a assez interpellé pour dire, au fond, je ne peux pas faire de conférence pour décréter, moi, ce qui sont les qualités d'un bon humanitaire. Il me semble plus important que nous fassions cela sous la forme d'un échange ou d'une réflexion commune ensemble. Et c'est justement durant cette semaine en Syrie où j'ai essayé de réfléchir en même temps à cette question qui est vraie pour moi et que j'ai découverte. C'était la première fois que se posait comme ça la question. Est-ce qu'il y a des qualités indispensables pour être un bon humanitaire? Alors, je vais le faire avec vous sous cette forme de réflexion commune à partager. Et la première chose, au fond, c'est que dans le mot humanitaire, il y a forcément humanité. C'est donc reconnaître qu'il n'y a qu'une seule humanité. Ce qui sous-entend en même temps que tous les hommes, quels que soient les hommes au sens de l'humanité, au sens homme-femme, etc., tous, d'accord, forment une seule humanité. Et malgré toutes les différences qui nous séparent les uns des autres, et Dieu sait si elles sont nombreuses, on peut commencer la couleur de la peau, la culture, les religions, les langues, que sais-je encore, la taille, grandeur, petit, etc., les malformations. Malgré tout cela, malgré toutes les différences qui composent la population qui est sur cette terre, il n'y a cependant, tous sont des hommes, des femmes, et malgré nos différences, nous sommes une seule humanité. Ça, c'est peut-être le point le plus fondamental. Alors vous me dites, est-ce qu'il y a un bon humanitaire ou pas? Il y a déjà celui qui est raciste, n'a pas sa place, parce qu'il considère manifestement qu'il y a des différences et que certains sont plus intelligents que d'autres et les autres qui sont plus bêtes n'ont pas, etc. Donc, il y a le fait de considérer profondément qu'il n'y a qu'une seule humanité, c'est d'accepter qu'il n'y ait qu'une seule humanité. Si donc s'élabore l'idée qu'il y a des races plus importantes, encore si on peut utiliser le terme de race, c'est peut-être pas le bon mot, mais d'ethnie, qui sont plus en avant que d'autres, etc., alors bien évidemment, ça pose un problème en termes humanitaires, en termes d'action humanitaire. Il y a donc, malgré les différences fondamentales, il y a le fait que nous reconnaissons qu'il y a une seule humanité. Alors, il y a dans toutes les religions, en tout cas les religions monothéistes, elles considèrent, malgré les différences, qu'il n'y a qu'une seule humanité. Et peut-être que, Walid, si on pouvait mettre il y a, et je suis allé dans le Coran, bien sûr, il y a une sourate qui le dit, cela. D'accord? Si tu sauves un homme, d'accord, tu sauves une humanité. D'accord? C'est le prophète qui le dit, puisque moi qui suis chrétien, je suis parmi vous, en même temps, qui êtes de confession musulmane, puisque c'est le fondement de votre association. Eh bien, force est de constater cela. Alors, peut-être que tu vas le dire en arabe. ولا تنسوا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله وأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله. Tu traduis pour les non-arabisants. Et tu as la sorte. Là, c'est ça. Ouais. Donc, oui, je voulais que je le lise. Nous devons soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelles que soient leurs origines. Ah oui, donc n'oubliez pas, c'est une recommandation du prophète, donc n'oubliez pas que vous êtes Ayalullah, comment peut-on
les enfants de Dieu, et les plus pieux, les plus proches de Dieu, c'est ceux qui sont les plus utiles aux autres. Donc, fondamentalement, et pour les chrétiens, quand on pose la question au Christ, au fond, qu'est-ce qui est la chose la plus importante? On demande à Jésus, qu'est-ce qui est le plus important? Jésus répond, ce qui est le plus important, c'est d'aimer Dieu de toute son âme, de tout son esprit, de tout son cœur. Et y a-t-il une deuxième loi? Lui pose-t-on après? Il dit oui. Ce qui est le plus important après cela, c'est d'aimer l'autre comme son frère. D'accord? Donc, il y a deux lois fondamentales. C'est d'aimer Dieu. Deuxième loi fondamentale, c'est d'aimer l'autre comme son frère. Donc, on est bien dans l'humanité de reconnaître l'autre et de l'aimer comme s'il était soi-même, comme il était son frère. Au fond, qu'est-ce que ça amène, cette notion d'amour de l'autre? Ça amène une valeur fondamentale de l'humanité. Et c'est vraiment une valeur fondamentale de l'humanité que l'on retrouve dans toutes les cultures humaines. Toutes les cultures humaines, c'est l'hospitalité. Parce que l'hospitalité, c'est une expérience essentiellement humaine. On ne connaît pas ça dans l'autre règne animal. On ne voyait pas une souris recevoir une autre souris qui vient de la campagne et qui dit tiens, viens chez moi, on va partager, etc. Vous n'avez jamais pensé qu'il puisse y avoir une expérience d'un chat qui reçoit un chat siamois d'une autre espèce, etc., qui le reçoit chez lui. Recevoir quelqu'un qui est étranger à soi, à sa culture, c'est l'hospitalité, et l'hospitalité, c'est véritablement une expérience fondamentale de l'humanité. C'est-à-dire, je vais reconnaître l'autre. Je vais le recevoir chez moi, je vais lui ouvrir ma porte, je vais le faire rentrer, alors même que c'est un étranger. Et donc j'accepte l'autre, d'accord? Au travers des différents, j'accepte l'autre. Et combien c'est très développé dans la culture musulmane, dans la culture arabe. Recevoir l'autre et lui ouvrir sa maison, sa porte, etc. Combien c'est une expérience. Les sociétés modernes et les sociétés post-modernes, elles ont rejeté véritablement la notion d'hospitalité. Et c'est bien triste. Alors que les cultures les plus anciennes, les plus primitives, mettent en avant cette expérience humaine qui fait rencontrer et ouvrir deux individus qui sont étrangers l'un à l'autre. Étrangers l'un à l'autre. Et donc, l'hospitalité est fondamentalement une expérience d'humanité. C'est-à-dire, je vais à la rencontre, j'accepte l'autre et je le fais rentrer chez moi. C'est une expérience. D'ailleurs, en français, sauriez-vous me dire comment s'appelle celui qui reçoit un étranger chez lui? L'hôte. Vous êtes d'accord? Comment s'appelle celui qui est reçu chez quelqu'un? L'hôte. Est-ce que vous avez remarqué que c'est le même mot? C'est-à-dire celui qui reçoit s'appelle un hôte et celui qui est reçu s'appelle un hôte. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous les deux étrangers l'un à l'autre. Celui qui reçoit comme celui qui est reçu, d'accord, ce sont deux étrangers. Parce que dès l'instant où je reçois un étranger, je deviens étranger à l'autre. Et je suis dans une expérience fondamentalement humaine qui est une expérience d'étranger à étranger. Et je fais l'expérience, au fond, de ce qu'on peut appeler l'étrangeté. Voilà que je reçois quelqu'un qui ne parle pas la même langue que moi. Voilà que je reçois quelqu'un qui n'a peut-être pas la même culture que moi. Voilà que je reçois quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que moi, qui ne parle pas la même langue que moi. Voilà qui n'a pas les mêmes codes que moi, qui n'a pas la même culture que moi, qui n'a pas la même religion que moi. Et pourtant, je le reçois. Et en même temps que je le reçois, je fais une expérience de ce qu'on peut appeler l'altérité, de l'un à l'autre. D'accord? Parce que moi, par rapport à l'autre, je suis un étranger. Je suis un étranger.
L'autre, qui parle une autre langue, aura du mal à me comprendre. J'ai une façon de cuisiner qui n'est pas la sienne. D'accord? Un Italien va faire des spaghettis, patati, l'autre fera du riz, etc. Et pourtant, il faudra bien que nous partagions ce repas en commun. D'accord? Donc, fondamentalement, c'est une expérience humaine qui ramène au fait que j'accepte l'autre dans sa différence et lui doit aussi m'accepter dans ma différence. On est dans un rapport d'altérité. Dès lors que je conçois que malgré toutes ces différences, nous sommes tous égaux, parce que tous humains, ça nous renvoie à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça nous renvoie à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui considère effectivement qu'il n'y a qu'une seule humanité, que tous les hommes ont les mêmes droits. Tous les hommes ont les mêmes droits, tant sur le plan de la santé, tant sur le plan de l'éducation, tant sur le plan de la dignité, tant sur le plan de la liberté de religion, la liberté de langue, la liberté, etc. La Déclaration universelle, d'accord, renvoie au fait que sur cette terre, il n'y a qu'une seule humanité et que chaque individu qui compose cette humanité ont les mêmes droits. Alors on le pose comme fondement. Et nous qui sommes des soignants, d'accord, ça nous renvoie au serment d'Hippocrate. On peut le reprendre, si vous voulez bien, ensemble. Je rappelle que ce serment d'Hippocrate a plus de 3000 ans. Plus de 3000 ans. Regardez bien. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver, de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination, selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, si elles sont vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. Donc nous, médecins, nous jurons de faire cela. C'est-à-dire que ça nous impose un devoir d'humanité. Et que nous sommes appelés à nous porter vers celui qui est en situation de souffrance, sans faire de différence. Ce qui nous importe, c'est que c'est un être humain, et que cet être humain est menacé, il est vulnérable éventuellement, et que j'ai pas seulement à le soigner, mais j'ai même à le protéger. Alors, ça veut dire que dans l'humanitaire, ça nous engage. Ça nous engage aussi à dénoncer les crimes qui sont commis contre ceux qui sont en situation de souffrance. On ne peut pas se contenter simplement de soigner les gens. On ne peut pas se contenter simplement de donner à manger ceux qui ont faim. On ne peut pas se contenter simplement. Il y a un devoir de justice et de protection. Et ce devoir de justice et de protection nous engage à protéger ceux qui sont dans cette situation de souffrance au même temps, surtout quand ils sont menacés, vulnérables par d'autres. Et on peut comme ça avancer un tout petit peu. Alors, bien évidemment, on est conduit, dès lors qu'on a posé cela, du fait qu'il n'y a qu'une seule humanité qui nous conduit à aller vers l'autre, plus encore nous en termes de soignants, c'est cet engagement en même temps qui nous pousse à aller vers l'autre. Et si on revient à la Déclaration universelle des droits de l'homme, alors est-ce que nous sommes tous dans la même situation éducative sur cette planète? Est-ce qu'il y en a qui ont plus de chance et ceux qui ont moins de chance? Est-ce qu'on reçoit la même éducation quand on est en Europe ou qu'on se trouve au Bangladesh? Est-ce qu'on mange à sa faim quand on est en Europe? Et est-ce qu'on mange à sa faim quand on est dans le Sahel avec depuis 11 ans, 11 années de sécheresse où les gens meurent de faim, de malnutrition, etc. Est-ce qu'on est dans le même, alors qu'il y a une déclaration universelle, est-ce qu'on est dans la même situation? Quand on a soif, il suffit d'ouvrir son robinet et de boire. Est-ce que vous pensez que dans les pays déshérités d'Afrique ou d'ailleurs, ils peuvent simplement ouvrir le robinet et boire quand ils ont soif?
Est-ce qu'ils peuvent accéder à l'eau comme ils veulent? Est-ce qu'ils peuvent accéder à l'éducation? Est-ce qu'ils peuvent accéder à la santé comme nous? Non. Non. Il y a des écarts qui sont inacceptables, qui sont intolérables sur le plan de la dignité humaine. Il y a des enfants qui, quand ils peuvent aller à l'école, vont faire des kilomètres tous les jours pour retourner dans des conditions extrêmement difficiles, sans cahier, sans rien, etc. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit dans d'autres continents. Lorsqu'il y a 1,5 milliard d'individus qui, comme nous, bénéficient de tout, et que vous en avez 6 milliards qui sont complètement déshérités, alors ça nous pose et ça doit nous interpeller dans nos consciences. Il y a bien une déclaration universelle des droits de l'homme, mais cependant il faut bien constater qu'il y a des écarts d'injustice qui sont inacceptables, du fait de la guerre, du fait des conditions climatiques, du fait des conditions de culture, du fait des conditions économiques, etc. Alors qu'est-ce que l'action humanitaire? L'action humanitaire vise justement à dire, moi je n'accepte pas ces injustices. Je n'accepte pas qu'il puisse y avoir d'autres êtres humains qui ont faim. Je n'accepte pas qu'il puisse y avoir des enfants qui n'ont pas d'éducation. Je n'accepte pas qu'il puisse y avoir des gens qui manquent d'eau. Je n'accepte pas qu'il y ait des gens qui ne peuvent pas se soigner. Je n'accepte pas. Et donc, c'est bien ça l'action humanitaire. L'action humanitaire vise justement à tenter de restaurer une certaine justice entre les hommes, puisqu'il y a des droits de l'homme. Et que ces populations ont les mêmes droits que nous, de pouvoir accéder à ce qui est au moins et au minimum de l'ordre de la dignité humaine. Est-ce que cela, ça vaut pour l'Afrique? Mais non, ça vaut aussi ici en France. Combien vous en avez à Paris qui dorment dehors? Et ça ne nous interpelle pas. Ceux de Calais, ça ne nous interpelle pas. Est-ce qu'il est nécessaire de faire de l'humanitaire, de croire que l'humanitaire, ça se situe simplement dans les pays ailleurs, à l'étranger, parce que nous ne sommes pas, mais pas du tout. L'humanitaire, dès lors qu'on a cette sensibilité à l'humain, à cette justice humaine, à cette dignité humaine, ça nous interpelle tous les jours quand on sort chez soi, en bas de la rue. Le SDF, qui est là en train de mendier, etc. Ça nous interpelle. L'humanitaire, ça n'est pas une fois par an, où on va partir une semaine en Afrique, d'accord, et on est dans le tourisme humanitaire. Il y a ceux qui vont partir une semaine en Afrique, on va soigner, puis on rentre, et puis après on projette un film, on dit regardez ce que j'ai fait, magnifique, pendant une semaine je me suis donné à fond, mais ça c'est du tourisme humanitaire, c'est pour se faire plaisir. Où est l'action humanitaire qui vise à corriger quelque chose qui de l'ordre de l'injustice sociale, de l'ordre de l'injustice éducative, de l'injustice de santé, etc. Où est cette action qui se poursuit dans le temps? Est-ce que c'est ça l'humanitaire que de partir 2 semaines et puis revenir? On fait un cadeau et puis voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La notion d'humanitaire, l'humanité que l'on porte en soi, c'est un engagement. C'est un engagement. Et cet engagement ne se situe pas simplement de temps en temps. Il est un engagement dans la continuité. L'autre, c'est moi-même. Et ce que je veux pour moi, je le veux pour l'autre. Ce que je veux pour moi, je le veux pour l'autre. De la même façon et du même niveau. Alors, dès lors qu'on dit du même niveau, ça veut dire quoi? Vous êtes quelqu'un de charitable, qui avait de la compassion, et il pleut beaucoup, il fait froid, et vous avez le SDF dans la rue. Vous passez, et vous voyez qu'il va passer sa nuit dehors. Alors vous êtes généreux, et vous allez lui dire, mais non, venez vous mettre à l'abri, vous ouvrez votre garage et vous le faites rentrer dans votre garage. Vous mettez un matelas par terre, vous dites, mettez-vous à l'abri. D'accord? Bravo. Magnifique. Quel geste. Honorable. Vous êtes d'une grande générosité. Vous fermez la porte du garage, vous rentrez chez vous. Vous avez votre appartement, vous avez votre cuisine, vous avez vos chambres. Alors je vous interroge. Avez-vous fait un geste d'humanité? Je vous interroge. Avez-vous fait un geste d'humanité? Avez-vous considéré que l'autre, d'accord, vous lui avez donné exactement ce que vous auriez voulu pour vous?
Oui ou non? Non. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors? Le mettre dans une lit, le faire rentrer chez vous, lui donner une chambre, lui permettre de se laver, d'utiliser votre salle de bain, de manger à votre table. Faire de l'humanitaire comme ça, non. Ça, c'est de la charité. Ça vous fait... Ça, quelque part, ça nous interpelle sur le fait de dire « j'ai fait quand même quelqu'un, je suis quand même quelqu'un de généreux ». D'accord? Mais vous n'avez pas fait un geste humanitaire. Parce que l'humanité, c'est reconnaître l'autre comme moi-même. C'est lui donner ce que je voudrais pour moi. C'est bien l'engagement d'un croyant. C'est un engagement de foi. Et donc, ça veut dire que je dois lui ouvrir ma maison. Oui, je dois lui donner un lit. Oui, peut-être qu'il a des poux. Alors je le fais passer par la salle de bain, c'est évident, je vais quand même protéger, etc. Mais je dois donner un lit. Je ne peux pas le mettre simplement à l'abri. Je ne peux pas. L'engagement va jusque-là. Quand on est et qu'on part, par exemple, et avec Ziad, nous nous sommes battus justement pour ça, dans notre centre de formation. Dans le centre de formation, on pouvait dire, c'est la guerre. C'est pas la peine de construire. C'est pas la peine de... Tu comprends, on peut nous bombarder. Alors c'est pas la peine de mettre la climatisation. C'est pas la peine de dépenser de l'argent. C'est pas la peine de dépenser de l'argent. Pour qui? Pour recevoir les gens en dignité. Et nous avons toujours imposé la cravate. Nous, les formateurs. On a imposé que les gens soient reçus avec leur nom. Nous voulions leur redonner leur dignité. Ils sont dans une situation de guerre. Nous avons voulu qu'ils mangent correctement. Nous avons voulu qu'ils soient bien installés. Nous avons voulu leur montrer. Nous avons voulu, puisque nous avons des normes. Alors, c'est pas parce qu'on est en Syrie, d'accord, qu'on est dans une situation de guerre, qu'on va se dire, on va faire moins. Au fond, pour eux, ça suffit. Non. Si je veux pour moi la même chose que les autres, alors je m'impose cela. Je m'impose à faire que. Je ne peux pas dire qu'il y a des soins de qualité en Europe et que je m'impose des soins de qualité, de sécurité, etc. Alors je pars en Afrique et je me dis, là, on va faire à la légère, quoi. On va se débrouiller. C'est pas la peine, c'est en Afrique, c'est pas grave, etc. Mais il y a un problème. Il y a un problème moral, il y a un problème de conscience. Si la sécurité est bonne pour moi, et donc que je m'impose des normes de sécurité, alors je ne peux pas aller en Afrique et ne pas imposer des normes de sécurité aux Africains, parce que ce sont des êtres humains comme nous. Et donc ce que je m'impose à moi, je peux l'imposer aussi aux autres. Ce que je veux pour moi, je veux aussi l'imposer aux autres. Et combien il y a d'associations qui partent avec cette vision qui est, puisque de toute façon, ils sont dans une situation dégradée, on leur apporte un plus. On leur apporte un plus, c'est déjà bien, on fait comme ça, on fait des efforts. D'accord? Mais il faut être respectueux envers des personnes. Si je pense que ce qui est bien ici, si c'est bien ici, alors c'est aussi bon pour là-bas. Et je ne peux pas dire que l'un et l'autre ne sont pas du même niveau. Mais quand même, on a fait un plus. Oui, mais c'est comme le SDF qu'on a mis dans son garage. Vous comprenez? Et je l'ai mis à l'abri. D'accord? C'est bon. Et alors, quand je vais en Afrique, je fais moins bien, parce que c'est l'Afrique. Parce que c'est des Africains, parce que c'est des dégradés, parce que, etc. Mais déjà, j'ai apporté quelque chose. Non. Je m'impose. Et nous avons voulu, justement, à Babelawa ou ailleurs, faire en sorte, justement, que les médecins puissent retrouver leur dignité de médecin, qu'ils soient accueillis, qu'ils aient leur badge, qu'ils aient leur nom sur les tables, qu'ils soient, etc. Voilà. Et nous avons voulu qu'ils puissent retrouver leur dignité en venant et en étant respectés dans tout ce que nous faisons. Être respectés et d'être respectueux de ce qu'ils sont. Alors là, je suis dans une expérience humaine d'égal à égal. Je suis dans une expérience humaine qui est d'égal à égal. Et ça,
à ce moment-là, il y a une capacité d'échange. Je ne suis pas celui qui vient arrogant, apporter, etc. Et remerciez-moi, au fond, je suis généreux, je vous apporte. Nous sommes dans un rapport d'égalité avec l'autre et nous sommes dans une vraie rencontre humaine. Ce que tu as, tu me le donnes, et ce que j'ai, moi je te le donne. Et nous échangeons dans un rapport humain, de l'un à l'autre, d'égalité. Pour que ce rapport, cet échange se fasse entre deux individus, il faut que je sache abandonner tous mes préjugés. Tous mes préjugés. Tout ce qui nous fonde au fond les uns. Oui, c'est un Rome. Oui, c'est un Africain. Oui, c'est un Arabe. Oui, c'est ceci. Oui, c'est les. Quand s'il y a un article qu'il faut supprimer, c'est les. Ça globalise. Les. On globalise, etc. Non, ce sont des personnes que l'on rencontre. Et on est dans un rapport de... Et nous, médecins, soignants, nous sommes dans des rapports de personne à personne. Nous sommes dans des rapports de personne à personne. Et dès lors que nous sommes capables d'aller au-dessus de nos préjugés, pour être au-dessus de ces préjugés, il ne faut pas avoir peur. Car les préjugés sont bâtis sur la peur de l'autre. Mais la peur de l'autre me renvoie au fait que je suis fragile. C'est pour ça que je me protège. Je me protège parce que je me sais fragile. Et donc j'ai peur de l'autre, donc je mets en place des préjugés. Ça montre bien, au fond, que c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui ai un problème. Et donc, pour dépasser nos préjugés, il faut savoir qui nous sommes. Si je ne sais pas qui je suis, en termes de valeur, en termes de personne, je ne peux pas aller vers l'autre. Parce que j'aurai toujours peur que l'autre, quelque part, va me poser un problème. Et nous sommes, et je vais le dire très clairement, dans cette problématique, en France par exemple, pour parler que de notre pays, où les musulmans font peur. Et les musulmans, pourquoi ils font peur ? Parce que les Français ne savent plus qui ils sont, au point qu'ils ont besoin de mettre en place, sous Sarkozy, le secrétaire d'État, l'identité française. C'est donc qu'ils ont un problème d'identité. D'accord ? Donc se pose le problème, mais qui suis-je moi ? Si je sais qui je suis, comment l'autre peut-il me faire peur ? Donc si je suis capable de dépasser mes préjugés, alors je peux être dans une rencontre authentique avec l'autre. Authentique. Et regarder comment, qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Alors si je dois résumer, globalement, j'ai essayé d'avancer dans le sujet, docteur Darwish, que vous m'avez donné, d'accord, en posant que la condition pour être un bon humanitaire, c'est de reconnaître qu'il n'y a qu'une humanité. C'est d'aimer l'autre, comme il nous est demandé, nous qui sommes croyants, d'accord, c'est d'aimer l'autre dans ce qu'il est, et de l'aimer comme nous nous aimons nous-mêmes, ou comme nous voulons nous-mêmes, pour qu'il y ait une rencontre authentique avec l'autre. Ça nous impose, au même temps, troisièmement, de bien nous connaître nous-mêmes, dans notre identité, dans nos valeurs, pour que nous puissions être dans une relation d'échange avec l'autre, de l'un à l'autre. Même si ça nous irrite, sa façon de dire ou de faire, eh bien, même cette irritation, nous sommes capables de la dépasser, pour être dans un rapport à la fois de confiance. Et ce que je veux pour moi, je le veux aussi pour l'autre. Totalement. À ce moment-là, ce que je veux aussi, c'est faire en sorte qu'il y ait une justice entre les êtres humains. Et c'est d'être dans un engagement qui nous amène à nous battre pour une justice entre tous les hommes, où que nous soyons. Ce qui veut dire que nous sommes prêts à partager avec les autres ce dont nous avons. Parce que ici nous avons beaucoup, là-bas ils ont peu. Et donc il nous faut apprendre à partager. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'en ai plusieurs. Avant de les poser, je donne la parole. Celles vont venir au fur et à mesure. Ouais.
physiques particulières à avoir pour pouvoir intervenir justement sur des zones de conflit où parfois il faut peut-être se mobiliser assez rapidement ou fuir assez rapidement, intervenir rapidement. S'il fallait justement avoir une qualité physique particulière ou c'était ouvert à nous? Non, je vous dis, l'humanité, ça commence en bas de chez vous, ça commence dans votre couloir, ça commence. L'humanitaire. Et donc, à chacun son espace d'humanitaire. Si, pour ceux qui ont les conditions physiques, etc., qui sont prêts à prendre des risques, à partir dans les zones de conflit, etc., oui, ben, ils peuvent y aller. Mais tous ne sont pas appelés à aller travailler dans des zones de conflit pour essayer d'apporter les soins. Et donc, ça peut très bien se passer à Calais, ça peut très bien se passer dans les camps ici, Porte de la Chapelle, ça peut être très bien aller dans un pays africain qui est tout à fait en paix, mais dans lequel la pauvreté jouit, etc. Donc, dans l'humanitaire, au sens où je l'ai développé moi, l'espace d'humanitaire, il est ce qui s'adapte le mieux à moi. Si je suis un peu cow-boy, si je sais prendre des risques, mais moi j'ai eu une carrière militaire, si vous me posez la question. Alors une carrière militaire, j'ai souvent allé dans les zones de conflit. Donc la zone de conflit de la Syrie, ça n'est pas différent de la Yougoslavie, de la première guerre du Golfe, etc., dans lequel je suis allé. Mais parce que j'ai fait toute ma carrière de médecin dans l'armée. Donc la zone de conflit, ce n'est pas quelque chose qui m'est inconnu. Mais comprenez qu'au sens où je l'ai développé, l'humanitaire se fait tous les jours et aussi n'importe où, là où votre humanité vous porte. Autre question? Tout d'abord, bonjour. J'avais une question par rapport à la position de vos familles concernant votre position de médecin humanitaire. Comme vous dites, l'humanité, c'est en bas de chez soi. D'accord, mais aussi, par exemple, quand vous allez à l'étranger, qu'en pense votre famille? Je ne sais pas si vous avez une femme ou des enfants. Quel est leur ressenti par rapport à ça? Écoutez, j'ai eu toute une carrière militaire et je suis allé dans pratiquement depuis les années 80 jusqu'en 2004, dans toutes les zones de conflit auxquelles la France a participé. Pratiquement toutes. Que ce soit en Afrique, Djibouti, les Comores, le Liban, la première guerre du Golfe, l'ex-Yougoslavie, etc. J'ai participé comme médecin militaire. Mon épouse a été très courageuse, elle s'est occupée des 5 enfants que nous avons et elle les a élevés. Avec, bien sûr, pour moi, le risque de danger que cela pouvait être de ne pas revenir, etc. Quand j'ai quitté l'armée, les enfants sont grands maintenant. Ils sont tous partis. Et donc, quelque part, je me sens plus libre, si vous voulez, de m'engager, puisque eux, maintenant, mènent leur vie. Voilà. Et donc, je peux plus facilement m'engager. Mais voilà, mais j'appelle pas à faire ce que j'ai fait. Je dis que chacun doit savoir trouver sa voie, son chemin, pour exercer cette aspiration et cet engagement à l'humain. Il y a fondamentalement, puisque nous sommes entre croyants, le fait que la foi, ça n'est pas une identité. La foi, quand on la vit, c'est un engagement. Nous ne serons pas jugés parce que nous croyons. Nous serons jugés par nos actes. Quelqu'un qui dit je crois en Dieu, d'accord, et qui quelque part ne s'engage pas dans cette foi, d'accord, ça pose un problème. D'accord ? Ça pose un problème. La foi est un engagement, ça n'est pas une identité. Et c'est un engagement personnel qui vous engage vers l'autre, qui vous engage vers l'humanité, qui vous engage à vous battre contre l'injustice, qui vous engage, etc. La foi est un engagement. Et ça n'est pas de faire ces 5 prières par jour, d'accord, et de considérer qu'après c'est fini. C'est faux. Ça n'est pas simplement de dire qu'à un moment donné, il y a l'Aïd et je partage, etc., et après il n'y a plus rien. La foi est un engagement de tous les instants, chaque instant de tous les jours. C'est un engagement de soi et c'est un engagement vers les autres. Et nous serons jugés, d'accord, non par notre foi, mais par nos actes. Qu'est-ce que tu as fait de la foi que tu as? Qu'est-ce que tu en as fait? Et c'est ça qui est important. Le jour où ça viendra, il faudra comparaître, d'accord? Il faudra savoir ce que l'on a fait de cette foi. Et ça n'est pas une démonstration ce n'est pas de s'habiller d'une façon pour moi,
Ce n'est pas ça, la foi. La foi, c'est un engagement. Le reste, après, c'est autre chose. C'est un engagement. Et ça n'est pas une identité. Je parle sur les oreilles de mes amis et je pense qu'il est d'accord avec moi, Anas. Et Ziad aussi. Plusieurs questions. Je sais pas si vous avez des questions pour le moment, non? Peut-être que ça va être... vous revenez de Syrie. Oui. On est obligé de demander depuis combien de temps vous y êtes, le dernier voyage, combien il a duré, et quelle est la situation par rapport à... Alors, par rapport à la situation précédente. Là, avec l'USSM, nous avons monté notre centre dans l'est de la Syrie, dans une petite ville qui s'appelle Derik, où les autorités nous ont donné une aile de l'hôpital qui nous a permis d'installer notre centre de formation. Donc, nous en sommes au 5e voyage à Derik. 5e voyage. La zone kurde. On est dans la zone est, dans le nord-est de la Syrie, donc dans la zone kurde de la Syrie. C'est une zone relativement en paix, là, actuellement. Il y a pratiquement peu de combats. Il reste quelques combats sur Deir ez-Zor encore. Il y a des poches de Daesh qui y sont encore, mais c'est très peu. Et globalement, toute la zone est relativement pacifiée. On peut circuler. Il y a beaucoup d'ONG maintenant qui rentrent dans cette zone par l'Irak et qui travaillent dans les hôpitaux, là. Il y a des gros besoins en santé, très très gros besoins. L'hôpital, qui est un hôpital régional dans lequel nous sommes, est triste. C'est triste, c'est vide. Vous rentrez dans cette structure, elle est vide. Vous n'avez rien. Et lorsque j'y étais, à un moment donné, j'ai amené avec moi une dizaine de respirateurs. Ce sont des respirateurs en partie de réanimation, donc relativement compliqués à mettre en œuvre. Et ce n'est pas un respirateur qu'on donne à quelqu'un, allez, tu le prends et tu t'en vas, tu pourras l'utiliser. Ça demande une formation. Ils ont su dans l'hôpital qu'on avait ces respirateurs. Ils ont eu une jeune femme de 24 ans qui a fait une éclampsie. Le chirurgien l'a opérée immédiatement pour libérer l'enfant, pour ne pas tuer la mère, etc. Donc il a fait sa césarienne. Alors je ne sais pas très bien. Les circonstances n'ont pas été très claires. On m'appelle en urgence. Elle est en détresse respiratoire. Elle avait une saturation à 80%. Avec une FiO2 à 100%. Elle ne respirait qu'en oxygène pur, et malgré ça, le taux d'oxygène dans le sang, au lieu d'être à 100%, n'était qu'à 80%. Donc elle était à l'auscultation, on avait des crépitants dans tous les poumons, donc manifestement, il y avait une atteinte alvéolaire importante là. J'ai pas très bien compris. Est-ce qu'elle avait inhalé, au fond, et je me demande si plutôt ce problème n'était pas inhalé, parce qu'elle avait une tension qui était correcte, pour quelqu'un qui était en éclampsie, elle avait une tension correcte. Donc vraisemblablement, ils avaient fait du sulfate de magnésium, bien sûr. Elle avait beaucoup d'édème, ça c'est clair. Mais là, moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'elle avait inhalé et qu'elle faisait un syndrome de Mendelssohn. Là, ici, avec une acidité, plutôt ça. Dans le contexte, ça paraissait plus évident. Ils avaient déjà fait du Lasix. Mais il l'a ventilé. Parce que le respirateur d'anesthésie ne fonctionnait pas, il l'a ventilé au ballon, à la main. Ensuite, deuxièmement, il n'y avait pas de réanimation dans l'hôpital de Derik. Il fallait l'envoyer à Kamishlo. À Kamishlo, avec Ziad, nous y avons été. Ce qu'ils appellent une réanimation. Il y a 3 lits dans une salle, il y a 2 respirateurs, il y a un scope et c'est tout. Et ils appellent ça la réanimation. Donc, ils allaient faire partir cette femme pour plus d'1 heure de route pour aller à Kamishlo pour qu'elle puisse être ventilée. Mais ils n'avaient pas de respirateur pour la transporter. Comme ils savaient que j'avais amené des respirateurs, ils m'ont demandé d'en descendre un. C'était clair que je ne pouvais pas leur donner les respirateurs de réanimation transportables, mais nous avions un petit airlog, c'est-à-dire un respirateur de transport, petit. Donc j'ai descendu. Le problème, c'est un problème de raccord. Leur bouteille d'oxygène, le raccord au manomètre ne correspondait pas au raccord français. Donc on a eu un souci avant de trouver comment on allait pouvoir le faire. Après, j'ai calculé qu'elle avait 12 litres d'oxygène puisqu'il fallait la ventiler à l'oxygène. Elle avait 12 litres par minute. J'ai demandé combien de temps il fallait pour aller à Kamishlo. On me dit 1 heure. Donc, ce qui veut dire 12 litres par minute, 60, on avait besoin de 700 litres d'oxygène. On m'amène une bouteille de 10 litres d'oxygène dans lequel il y avait que 500 litres. Et moi, je devais faire 1 heure. Alors, je dis non, il faudra une deuxième bouteille. On me dit, on n'a pas de deuxième bouteille. C'est la seule bouteille d'oxygène qu'on a. Il y en a une dans l'ambulance. Alors, on est descendu dans l'ambulance. Dans l'ambulance, je demande, où est l'autre bouteille d'oxygène? On me sort une toute petite bouteille de 3 litres. Il n'y avait pas de manodétendeur. Et alors, si la grosse bouteille s'arrête, comment est-ce que vous faites pour la ventiler?
Il me dit, eh ben on enlève le manomètre, on met là. Oui, mais il vous faudra un raccord pour aller jusqu'au ballon. Le raccord qui va de la bouteille, du débitmètre, jusque là. Le tuyau, vous en avez un? Là, tu me dis, ah non, on n'a pas de tuyau. Je me suis mis en colère, je suis parti à toute vitesse aux urgences, j'arrache un masque à oxygène, il y a un tuyau, je lui dis, et ça, c'est quoi? Vous voyez un peu ce que je veux dire là? Elle est morte en arrivant. Hein. Il n'y avait pas assez d'oxygène, elle est morte en arrivant, 24 ans. 24 ans. Elle ne serait pas morte en France. Hein. Elle ne serait pas morte en France. Voilà. La situation, ça paraît calme, mais la situation humanitaire, la situation de santé, elle est dramatique. Elle est dramatique. Il y a des gens qui meurent alors qu'ils ne devraient pas du tout mourir, par faute de moyens. Par faute de moyens. Des médecins, il n'y en a pas beaucoup. La majorité, l'hôpital de Derrick, au début de la guerre, 150 personnels de santé sont partis. 150 personnes sont parties. Une grande partie des services sont vides par manque de médecins, de personnel soignant, etc. Les salaires sont tellement bas que les personnels techniques ne veulent pas travailler à l'hôpital. Tous ont deux métiers. Nos infirmiers anesthésistes, qui sont nos formateurs, sont infirmiers anesthésistes et en même temps, ils travaillent, ils ont un deuxième métier en ville. Et il y en a un qui travaille dans une société d'informatique. Et ils vendent des matériels, de téléphone, des choses comme ça. Ils ont tous deux métiers. Et ils continuent à travailler à l'hôpital. Alors les femmes de service gagnent $50 par mois. Vous ne pouvez pas vivre avec $50. Si elle accepte ce travail de $50 par mois, elle ne peut pas travailler au même temps dehors. Elle ne peut pas avec $50. Donc ils finissent par ne plus avoir de personnel pour nettoyer. La dernière fois, il y avait une césarienne. Ils ne trouvaient personne pour aller nettoyer le bloc opératoire en vue de pouvoir faire la césarienne parce qu'il n'y avait pas de femmes techniques, parce que vous ne vivez pas avec $50 en Syrie aujourd'hui. Et les salaires sont tellement bas. Voilà la situation. Même si c'est sécurisé sur le plan des bombardements, etc., ça reste une vie extrêmement difficile. D'autres questions qui m'intéressent également. Vous avez parlé un peu de. Moi, je témoigne dans le sens que j'ai passé la thèse il y a pas longtemps. Et c'est vrai que maintenant, à chaque fin de thèse, on récite devant nos maîtres le serment d'Hippocrate. J'ai l'impression quand même qu'on le dit d'une façon un peu banale. Il n'y a plus vraiment la signification que Hippocrate m'avait donnée. Vous qui êtes parfois directeur de thèse ou qui êtes dans les jeux de thèse, qu'en pensez-vous? Enfin, comment faire pour que de nouveau restaurer un peu ce lien et donner le sens que Hippocrate en avait initialement oui. Ce qui m'a motivé pour aller en Syrie, c'est justement le serment d'Hippocrate. Parce que le serment d'Hippocrate nous fait obligation, nous, puisque nous jurons sur le serment d'Hippocrate, donc vous jurez de l'appliquer. D'accord? Or, en Syrie, on tue des médecins, on barbarde des hôpitaux, d'accord? Alors même, si vous voulez, et Anas l'a dit tout à l'heure, il y a plus de 800 personnels soignants ont été tués, etc., alors que notre éthique nous oblige à soigner. Et le régime considérait que dès lors que vous soignez des gens qui viennent des zones de rebelles, etc., vous étiez un rebelle. Et donc vous méritiez la mort. Et donc les personnels soignants étaient tués, torturés, arrêtés, etc. Ça pose un problème parce que c'est un déni d'humanité. Si moi, je jure d'aller au-devant de ceux qui sont en situation de souffrance, de vulnérabilité, etc., et que je jure de le faire, c'est parce que nous reconnaissons qu'il n'y a qu'une seule humanité. Si maintenant on me tue parce que je fais ça, d'accord, alors c'est un déni d'humanité. C'est un déni de notre éthique en même temps. Et c'est bien ce qui m'a poussé à aller en Syrie. Et de dire comment mes collègues syriens sont tués parce qu'ils font leur travail. Ils ont juré d'aller, etc., et ils sont tués pour ça. Et quand je suis rentré, j'ai fait des articles au quotidien du médecin pour dénoncer justement l'assassinat des médecins, des personnels soignants, alors que nous sommes protégés sur les lois internationales normalement. Je suis allé voir l'Ordre national des médecins, qui est le responsable de l'éthique, et de dire mais attention, regardez ce qui se passe en Syrie, notre éthique est menacée. Notre éthique est menacée. J'ai fait des articles dans le quotidien du médecin, dans la revue des infirmières, dans une revue Urgence Pratique, même dans celle des ambulanciers. Lettre ouverte à mes collègues, on est en train de tuer notre humanité, on tue notre éthique. Il y a un déni de notre éthique, personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Et vous avez vu les prix Nobel de médecine. Est-ce que les prix Nobel de médecine ont bougé?
Est-ce qu'il y a eu une pétition des prix Nobel de médecine en disant, mais attendez, on tue des médecins parce qu'ils soignent? Mais c'est le serment qu'ils ont fait. Or, aujourd'hui, je l'ai toujours dit, et j'ai sans cesse répété, s'il y a des héros en Syrie, avec tout ce qui se passe, les hôpitaux détruits, recommencer à chaque fois, reconstruire un hôpital, vouloir soigner une population, être en adéquation avec le serment qu'ils ont fait, s'il y a des héros, ce sont les médecins. C'est le personnel soignant en Syrie, qui sans cesse recommencent, prennent des dangers de tous les instants pour y aller. Mais je comprends ce que vous dites, mais je reste un peu sur ma fin dans le sens que finalement, moi-même j'ai lu le serment d'Hippocrate, en pratique de mon domaine, on le récite suffisamment pour nos parents car c'est l'aboutissement de nos études, mais cependant, j'ai quand même constaté finalement, on lit les propos, mais ça rend d'une oreille, ça sort de l'autre. Oui. C'est pas quelque chose qui est imprégné en nous, et comment faire pour que de nouveau cette éthique prédomine? Est-ce que les cours, il faut rajouter des cours en médecine, je ne sais pas comment faire pour que on sort avec tant le diplôme de médecin et les compétences propres dans notre discipline, et également l'humanité que vous avez décrite. Je pense qu'il y a nécessité de faire un cours sur la médecine humanitaire, de manière à sensibiliser justement à la problématique de l'humanitaire, et en particulier de la médecine humanitaire. Qu'est-ce qu'on entend, etc., la médecine humanitaire. Il y a lieu que que les jeunes puissent être au même temps sensibilisés à ce problème. C'est pour ça que j'ai toujours dit, et avec l'USSM, s'il y a un endroit où nous devons être nous, d'accord, c'est dans les facs de médecine. Il nous appartient en même temps d'aller justement interpeller les médecins. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je vais plus loin. Je vais dans les écoles pour interpeller les écoliers, en disant, mais regardez ce qui est en train de se passer dans ce monde-là. Mais je pense, et je le dis encore une fois, la place de l'USSM, comme la vôtre d'ailleurs, c'est justement de sensibiliser en menant vos actions dans les universités pour voir ce qui est en train de se passer. Nous rentrons dans le 21e siècle avec un monde qui dénie le droit humanitaire international. Il y a un déni du droit humanitaire international. Avec Ziad, nous avons été rencontrés au Hollande, etc., pour dire cela, avec Médecins du Monde et Médecins sans frontières. Il y a une action qui est à nous de nous lever, c'est à vous tous, personnel soignant, etc., de vous lever et de dire il y a une nécessité de défendre notre éthique, de défendre le serment d'Hippocrate. Cela nous fait obligation. Ne me dites pas à moi je dis à vous de faire, à vous de vous lever, à vous de dire, de porter ce discours-là. À vous. De sensibiliser les étudiants chaque fois que vous le pouvez. Si demain vous nous dites à Nancy, une association d'étudiants, voilà. Nancy, en l'occurrence, IS, oui, voilà, avait fait une réunion, il y avait 600 étudiants en médecine dans l'amphi. Il y a nécessité, et je le dis sans cesse, s'il y a un endroit où nous devons être, nous, USSM, dans les facs de médecine. Et porter le discours en disant, regardez ce qui se passe, voyez un peu ce qui est en train de se passer, notre éthique est mise en cause, d'accord? Nous avons à défendre notre éthique, à défendre le droit humanitaire international, nous avons. Et où mieux le faire que dans les facs de médecine? Et pour raconter par rapport à Nancy, le professeur et le sont extrêmement disponibles. Je me rappelle avoir été contacté par Inès, qui est étudiante en 4e année de médecine, et Moustapha, et qui m'avait dit qu'il voulait faire une conférence sur l'humanitaire. Il ne connaissait pas, il n'avait pas le contact de ce petit. Je leur ai transmis et ils l'avaient contacté, ils sont venus de façon très, très simple. Donc n'hésitez pas, si vous voulez lancer la dynamique dans votre faculté, je pense qu'ils répondront favorablement toutes les questions. J'ai une question à Dr. Anas Chahir, qui est porte-parole de l'USM. Est-ce que les réseaux sociaux, l'avènement de WhatsApp, Twitter, a changé un peu votre façon de faire, votre mode de communiquer? En quoi le quotidien a changé de par l'avènement un peu d'Internet et tout le monde a un téléphone, tout le monde a WhatsApp, tout le monde a... Est-ce qu'il y a un âge d'ailleurs dans le zone de guerre en fait, c'est un outil très pratique. C'est un outil pour être en contact direct, comme c'est le plus facile aujourd'hui. Personne ne visite peut-être très peu de gens qui visitent le site de notre organisation ou d'autres organisations. Sont des gens, la majorité des gens sont sur Facebook. Donc, on a, bien entendu, on a des gens qui consultent, qui réagissent souvent, mais c'est souvent suite aux événements tragiques comme Alep ou la Rota, là où il y a une réaction, une mobilisation et adhésion plus forte à nos projets. Mais c'est surtout, à mon avis, ce qu'ils disaient, c'est les médecins en Syrie avec qui vous communiquez par WhatsApp. En tant que praticien
question, est-ce que votre quotidien a changé un peu de par l'avènement? Ah bah oui, on est comme Ziad, Raphaël et la majorité des responsables du SSF sont en contact 24 heures sur 24 avec nos collègues en Syrie, soit sur le plan administratif ou le plan pratique. Donc le jour où il y a une attaque à Douma, donc Raphaël peut témoigner, donc le rôle essentiel et primordial de WhatsApp. Vous me dites qu'il y a des questions. Alors, il y a 2, 3. Parce que j'ai d'autres questions. Et c'est pas pour le question. Bonjour. J'avais une question. Je voulais savoir, en tant qu'étudiant en médecine et pendant une carrière médicale, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un bon moment pour faire de l'humanitaire? Oui, moi je le dis souvent, il faut savoir au moins partir une semaine par an en humanitaire pour bien faire la différence à la fois pour revenir à des réalités concrètes. Nous avons, et bien sûr on a de la chance et c'est bien, nous avons des moyens d'examens complémentaires qui sont très sophistiqués, vous avez, etc. Et une tendance à quitter le malade lui-même, le rapport avec le malade. Dans le rapport humain avec le malade, l'interrogatoire, le toucher, etc., la connaissance du malade, se rapprocher d'eux. La médecine que nous faisons souvent est une médecine un peu en dehors d'eux. C'est les symptômes et puis la prescription, scanner, échographie, bilan biologique, on coche, etc. On revient et on répond à une question. Mais souvent, on ne rencontre pas l'autre. Or, vous savez, nous faisons... La médecine est un art, ce n'est pas une science. Un art. Ça veut dire forcément que ce n'est pas une science concrète. Ce qui fait, en réanimation, nous savons, vous avez deux malades du même âge, vous avez deux malades présentant la même pathologie. D'accord ? Il y en a un qui va s'en sortir, vous appliquez les mêmes traitements, les mêmes recommandations, il y en a un qui va s'en sortir, l'autre qui va mourir. Pourquoi ? Pourquoi il y en a un qui s'en sort et pas l'autre ? Parce que ce qui va l'amener à se défendre, ce sont ses capacités de défense immunitaire proprement dit, et qui sont dépendantes à la fois de sa psychologie, qui sont dépendantes de son environnement, qui sont dépendantes de ses rapports affectifs avec son entourage. Il se sent abandonné, etc. Il n'a plus d'avenir, il ne sent pas, il lâche prise, il ne veut plus se battre. L'autre, au contraire, lui, il a un avenir, il a une famille qui vient le voir tous les jours, il le stimule. Il a des attentes, il sait qu'il a telle espérance en sortant, il a tel projet, il a une vie de projet, etc. Ça mobilise l'ensemble de ses défenses immunitaires, ça participe, etc. Un s'en sort, l'autre s'en sort pas. L'un s'en sort, l'autre s'en sort pas. Alors, ça pose le problème, d'accord, même de notre humanisation de nos hôpitaux dans les rapports. Le médecin passe 5 minutes, il va bien, oui, au suivant, etc. Ça pose le rapport. À quel moment vous vous asseyez à côté d'un malade en lui prenant la main et en disant « Alors, cette nuit, elle a été comment ?» À quel moment vous donnez de confiance au malade en lui disant « Ne vous inquiétez pas, on est là. » D'accord ? Je vais vous expliquer ce que vous avez. À quel moment vous êtes dans cette relation-là ? À quel moment vous êtes dans la relation humaine ? Parce que s'il y a, ce n'est pas ce que l'on prescrit qui est important, c'est la manière dont on le prescrit. Et ce n'est pas moi qui l'a dit, ce sont nos anciens qui le disent. Ce n'est pas ce que tu donnes qui est important, c'est la manière dont tu le donnes qui est important. Si bien que l'effet placebo, ça n'est pas une illusion. L'effet placebo n'est pas une illusion. Et l'effet placebo existe. Donc, il est clair que si vous voulez retrouver le sens de la médecine, eh bien, allez dans des pays qui sont en situation de difficulté. Vous n'avez pas d'examen complémentaire, vous n'avez pas. Vous prenez conscience au même temps de la difficulté qu'il y a à poser un diagnostic. Et vous êtes dans la tension. Vous imaginez des hypothèses. Vous êtes là et vous dites, ah, c'est peut-être ça, etc. Le lendemain, vous revenez et vous essayez de voir si l'évolution vous permet de mieux orienter votre diagnostic ou pas. Vous allez faire un traitement d'épreuve en disant, tiens, ça peut être ça, je vais voir, je vais donner. Et puis, vous regardez un peu ce que ça donne. Moi, j'ai rencontré dans le livre, je l'ai écrit, Sœur Marthe, qui m'a expliqué ça. Quand il y avait des problèmes de tuberculeux et que les enfants arrivaient avec une pneumopathie, elle donnait un traitement pour la pneumopathie. Si ça guérissait pas, il y avait toutes les chances que ce soit une tuberculose.
Et donc, elle envoyait à la ville, il y avait 60-80 km à faire pour aller faire une radio pour vérifier. Mais elle ne les envoyait pas systématiquement, elle ne pouvait pas. Donc, traitement des preuves du traitement d'une pneumopathie communautaire. Et puis, si le traitement de la pneumopathie ne fonctionnait pas, c'est que vraisemblablement, elle était devant quelque chose de résistant. Qu'est-ce qui peut être résistant à la tuberculose? Et donc, elle faisait le diagnostic. Si vous voulez apprendre la médecine, si vous voulez vraiment apprendre la médecine et d'être dans ce contact humain, partez à la rencontre de l'autre, d'accord, de ces hommes, de ces femmes, qui ont besoin en même temps d'être écoutés, allez les soigner, vous comprendrez mieux ce qu'est la médecine. Et c'est certainement le plus beau métier. Nous avons une chance extraordinaire, nous avons un métier magnifique. Si vous voulez rencontrer l'humanité, il faut aller vers celui qui est fragile. Parce que celui qui est en bonne santé, qui est riche, etc., celui-là, il est dans le paraître. Il est arrogant, il est dans le paraître. Vous voulez rencontrer l'être humain, c'est celui qui est en souffrance. Vous verrez sa fragilité. Et moi, je ferai l'éloge de la fragilité pour la rencontre de l'être humain. Et nous, médecins, nous sommes bien placés pour rencontrer l'humain. L'humain, profondément. Quand il est en situation de souffrance. Pas quand il est en bonne santé. Donc, quand il est en bonne santé, il peut vous en mettre plein la vue. Quand il ne va pas bien, il est ce qu'il est, vraiment. Et je voulais dire aussi, à quel moment, par rapport au cursus et aux études, c'est évident, vous allez me poser la question, on est en 4e, 5e année, où vous pouvez déjà accompagner, avoir d'autres médecins avec eux, pour être en tirer le maximum. Mais si déjà vous voulez être à la rencontre, d'accord, vous pouvez très bien aller aussi dans des écoles pour voir les enfants, vous pouvez très bien aller dans un dispensaire en même temps, voilà, vous pouvez très bien... Quand j'ai voulu faire, moi, anesthésie-réanimation, je suis allé me présenter à l'hôpital, c'était l'hôpital militaire de Lorient, et il y avait le chef de service. Je suis arrivé au chef de service, je voudrais préparer le concours d'anesthésie-réanimation. Il me dit, bon, d'accord, tu viens samedi matin. Ok, pour plancher. Donc, j'arrive le samedi matin. Il me dit, tu passes une blouse, tu passes une tenue de réa. Je passais la tenue de réa. Bon, il me dit, écoute, on va plancher à partir de 10h. Et ben maintenant, tu vas suivre les infirmières et les sages-femmes pour aller faire les nursing. Et il m'a dit, ce métier, tu ne le comprendras bien, d'accord, que quand tu commenceras à nurser les malades. Quand tu seras là. Parce qu'après, tu donneras des ordres, mais tu ne sais pas ce que c'est que nettoyer un malade qui a fait caca sur lui, tu ne sais pas ce que c'est que de le changer, tu ne sais pas ce que c'est que de le tourner, tu ne sais pas, etc. Tu comprendras après ce métier de réanimation que quand tu auras mis les mains avec elle et que tu vois un peu ce que c'est. C'est quand vous commencez du bas que vous découvrez en même temps votre humanité. Si vous commencez par en haut, vous êtes le chef. Alors vous passez, vous donnez des ordres et vous continuez. Si vous voulez comprendre pourquoi à la fin d'une nuit, votre infirmière s'est trompée dans les perfusions, d'accord, c'est parce que la nuit, elle a passé 12 heures avec 3 malades qui étaient compliqués, qu'elle était fatiguée, qu'elle n'a pas dormi un moment, qu'elle est passée d'un à l'autre, etc. et qu'elle avait le droit le matin de s'être trompée. Elle avait le droit. Mais si vous n'avez pas compris, vous allez commencer à lui taper dessus le matin en commençant à crier, c'est pas normal, tu as des ordres, patati, mais vous n'avez pas vu ce qu'elle a vécu. Anas. Juste, je reviens sur le être disponible 24 heures sur 24 sur WhatsApp et au téléphone. Donc l'exemple, les Syriens méritent, la crise en Syrie mérite une thèse. Parce que être disponible 24 heures sur 24, et je parle des humanitaires, donc du SSM et des autres, pendant des années, il y a eu beaucoup de conséquences malheureusement sur la vie de famille, les enfants, divorce, souffrance des acteurs humanitaires, nous et nos collègues. Donc j'invite ceux qui cherchent un bon sujet, c'est aller donc travailler et creuser sur l'impact de la crise syrienne sur les acteurs humanitaires en Syrie. Je voudrais vous rapporter ce courrier que j'ai reçu avant-hier. Nos collègues syriens, chirurgiens, sont souvent des étudiants en médecine. Le docteur Joubran, pour le nommer, a fait qu'une année de chirurgie vasculaire. Pendant 5 ans, il a travaillé seul comme chirurgien vasculaire. 2 traumatologies d'urgence. Seul, en n'ayant fait qu'une seule année. Je vous lis le courrier. Maintenant, le docteur Joubran est réfugié en France. Il est depuis 1 an à l'hôpital de Thionville. Il est chirurgien à l'hôpital de Thionville. Écoutez ce courrier.
Pendant la semaine de vacances, le docteur Joubran d'Urbas a bien géré le service et les urgences en articulation avec les collègues de Mercy. Il s'en est très bien sorti avec une urgence de gynécologie le vendredi 4 mai. Plaie de la veine rénale gauche, près du île, par laparoscopie gynécologique. Donc c'était un chirurgien qui a fait une laparoscopie et qui a perforé la veine rénale gauche. Il a téléphoné pour sa couverture au docteur Cailly qui lui a préconisé dans l'extrême urgence hémorragique une ligature de la veine rénale, ce qui est tout à fait concevable avec comme conséquence une probable néphrectomie. Donc si le docteur Joubran avait écouté ce que son chef lui avait dit au téléphone de faire, car son chef ne pouvait pas venir, car il y avait une urgence hémorragique, la femme était en train de mourir, il fallait opérer d'urgence, et c'est lui l'interne qui est intervenu, le chef ne pouvant pas venir. Il a dit tu ligatures, tu ouvres et tu ligatures. D'accord? Ce qui est tout à fait concevable. Mais on lui aurait enlevé le rein gauche. Elle aurait perdu son rein. Joubran, avec son expérience de traumatologie vasculaire, a réussi à maîtriser le saignement et réaliser une reconstruction de la veine rénale, sauvant le rein et la situation. Il a mis au courant le docteur Caïque du déroulement de l'intervention. Nos collègues gynécos, les anesthésistes sont très satisfaits et reconnaissants de cette prise en charge, de sa présence instantanée au moment de l'appel, ainsi que de sa manière de gérer sa couverture chirurgicale avec le docteur Caïque. La patiente va bien, devrait sortir demain à domicile, 6 juin la photo du pédicule rénal reconstruit. Merci Raphaël, merci Anas. L'exemple de Joubran, c'est vraiment un exemple de nos collègues médecins, internes, étudiants qui étaient en Syrie et qu'à un moment, ils se trouvent seuls dans les hôpitaux à gérer les hôpitaux. L'humanitaire, moi je suis comme Raphaël, je vous conseille vraiment de partir au moins une semaine par an en mission humanitaire avec quelqu'un comme Raphaël. Moi, que j'accompagne Raphaël depuis des années, je peux vous dire qu'on apprend beaucoup de choses pendant les voyages humanitaires. Lorsqu'on rencontre là-bas des situations vraiment qu'on ne peut pas imaginer ici, que parce qu'il y a un manque des petites choses, on peut perdre des buts. Et les équipes là-bas dans des situations de catastrophe, comme la Syrie, comme Bangladesh la dernière fois qu'on était à Bangladesh, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de médecins parce que les médecins, la majorité des médecins, malheureusement, tu parles de le serment d'Hippocrate, qu'il faut quand même. Il y a un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Oui, c'est vrai, parce que avec le début du conflit, on a vu beaucoup de médecins qui sont partis. Qui sont partis parce qu'ils ont peur. Et ce qui reste là-bas ne présente même pas, je pense, même pas 5% du nombre de médecins. Et je parle de toute la série. 4500 médecins sont partis s'installer en Allemagne. Voilà. Diplômés, spécialisés. Donc ce manque brutal d'équipes soignantes, ça met vraiment la vie des gens qui vivent dans cette ville en danger. Vous imaginez une ville où d'un seul coup, un hôpital où il y avait 200 entre médecins spécialistes, généralistes, étudiants, internes, infirmières, et d'un seul coup, on passe de 200 à simplement 4-5 personnes. Donc, aller dans les missions humanitaires avec quelqu'un qui a l'expérience, on apprend pas mal de choses. Moi, je me rappelle bien, et je témoigne, moi c'est Ziad Alissa, je suis le président actuel du CICE en France, et lorsque j'ai eu l'appel d'aller faire un cours avec Raphaël pour apprendre la médecine du guerre, pour aller faire des cours en Syrie, je disais à Anas à l'époque, moi je suis PH, je suis réanimation, je suis chef de service actuellement. Aller faire un cours pour apprendre la médecine d'urgence. Et c'est vrai, j'ai appris pas mal de choses. Et je ne regrette pas.
ma façon de travailler ici en France, ça a changé complètement depuis que je fasse des médecines humanitaires. Ça a complètement changé. On a commencé à avoir les malades autrement. D'un côté, l'exemple de Joubran, et beaucoup de médecins là-bas, Joubran, il était interne. Lorsque il ne pouvait plus aller à l'hôpital universitaire d'Alep, parce qu'il était poursuivi, et en même temps, il se trouve dans une situation où tous ses profs sont partis. Les profs de médecine, les chefs de clinique, les spécialistes qui l'encadrent, ils sont partis. Il se trouve à l'interne, en première année d'internat, tout seul. Et malgré ça, il a continué à travailler. Et là, on est très content lorsqu'on entend ces nouvelles qu'il est en France. Joubran, il avait quand même la possibilité de venir en 2016, oui. Depuis la série, d'aller en Allemagne, d'aller vers l'Europe. Il a resté là-bas. Pendant 5 ans, il a travaillé. Au bout de 5 ans, on a dit là maintenant, il mérite de venir ici, continuer son cursus. Et là, on voit qu'est-ce qu'il fait, parce qu'il a cette expérience de médecine sur place et de médecine, de catastrophe de médecine humanitaire. Je termine pour dire que si vous n'avez pas eu de chance d'accompagner Raphaël ces dernières années, vous pouvez les accompagner à travers le livre. Vous allez quand même, on a parlé de faim, on a parlé de malnutrition, vous allez voir c'est quoi la sardinothérapie pour la malnutrition. Il y a pas mal d'histoires, et je pense que lire une histoire, exemple comme Raphaël, ça peut nous encourager de faire la médecine humanitaire. Aller vers la médecine humanitaire à travers des associations qui font ça, aller avec des gens qui ont déjà fait la médecine humanitaire, ça va changer beaucoup votre vie. Moi, je n'oublierai jamais ces années que j'ai passées avec Raphaël et surtout le voyage à Bangladesh avec Rohingya. Là, lorsqu'on va là-bas, lorsqu'on a vu un hôpital, on disait c'est un hôpital des années 1940, 45. C'est vrai que là maintenant, ce que vous voyez dans les films ou dans le livre, que vous entendez en 1940, 45, comment était la médecine, si vous prenez l'avion, vous allez à l'autre bout du monde, vous allez voir maintenant, en 2018, un hôpital de 1945 qui est là-bas. Merci. Ouais. J'ai juste une petite question par rapport aux spécialités qui sont utiles entre guillemets en tant que médecin, parce que je vous vois, vous êtes anesthésiste réanimateur, vous aussi, je me dis, est-ce qu'en tant qu'anesthésiologue, urgentiste, je comprends, mais en tant que, je sais pas, dermatologue, ou est-ce que vous nécessitez aussi... Toutes les spécialités sont nécessaires. Pour lutter contre cette injustice, par exemple, les pathologies dermatologiques en Afrique, qui sont énormes, ophtalmologiques, ORL, etc. Nous avons... toutes les spécialités sont nécessaires. Toutes. Il n'y a pas... comprenez bien, l'humanitaire, ce n'est pas la guerre. L'humanitaire commence en bas de la rue, chez vous. Donc, c'est la vision que vous avez de l'être humain, de la notion d'injustice qui vous porte. Voilà. Je n'accepte pas. Et vous devez lutter contre l'injustice à partir des compétences que vous avez acquises et retransférer aux autres les compétences qui sont les vôtres. Si vous considérez qu'après tout, les études de médecine sont là pour vous faire gagner de l'argent et vous enrichir, et que si c'est ça votre vision du monde, vous avez le droit. Moi, je conteste rien. C'est pas moi qui suis, je ne juge pas. Mais si votre vie est essentiellement basée sur je veux un beau cabinet, je veux une belle clientèle et je veux gagner beaucoup d'argent, voilà. Les autres, j'en ai rien à faire. Je veux rentabiliser. Un de mes camarades m'avait dit, tu comprends, moi, je veux rentabiliser mon diplôme. Voilà. Si ça, c'est une façon de voir les choses. Et votre conception de la vie, c'est de rentabiliser votre diplôme après tout, 8 ans ou 13 ans de médecine. C'est quand même, vous voulez les rentabiliser, vous avez raison. Vous pouvez rentabiliser vos 13 ans de médecine. Si votre vision, c'est une vision humaine de l'autre, parce que nous avons un métier, justement, qui peut permettre, justement, de lutter contre la souffrance, la disparité dans la santé, etc., alors il faut y aller. Ça dépend où vous mettez justement votre idéal, votre engagement. À partir même, je pense que vous... sont détruits par les bombardements.
Ça marche. Ça marche. Voilà. Donc c'est ça ce que je voulais vous dire. Oui, toutes les spécialités sont nécessaires. Pédiatre, dermatologue, ophtalmologiste, toutes les spécialités sont nécessaires. Vous pouvez très bien travailler dans toutes ces spécialités n'importe où. N'importe où. Alors d'autres, oui, plus l'urgence, etc. Encore que l'urgence, c'est compliqué. Compliqué. J'étais au Cameroun pendant 1 mois. L'urgence, c'est compliqué parce qu'il faut tout acheter. Le sang. Je me suis retrouvé au Cameroun. Je suis allé en pleine nuit pour voir parce que j'avais été envoyé comme expert au niveau de Yaoundé, Cameroun, pour l'amélioration de la prise en charge des urgences sur la ville de Yaoundé. Et je suis resté 1 mois à Yaoundé. Donc je me suis levé la nuit, à 1h du matin, à l'hôpital central de Yaoundé pour voir comment ça se passait, l'arrivée des urgences. Tout le matériel que la France avait disposé dans le déchocage avait été mis sous clé. Donc, scope défibrillateur, perfuseur, seringue électrique, sous clé, de peur qu'on les vole. Donc, la nuit, pas question qu'on vous mette une perfusion avec une seringue. Tout ça, c'était sous clé par le chef de service qui, avant de partir, enfermait tout pour pouvoir les retrouver le lendemain matin. 1. Deuxièmement, il y a une femme qui est arrivée, qui présentait un problème hémorragique. Il fallait une prescription de sang. La prescription est faite. Le mari devait aller au centre, aller chercher les poches, parce que tout s'achète. Vous ne pouvez pas avoir une radio, il faut que vous la payiez. Si vous ne payez pas de suite, vous n'aurez pas la radio. L'anesthésiste qui vient, il va vous dire ça coûte tant pour l'anesthésie, il faut que vous le payiez. Les médicaments, quand on a besoin en urgence, vous devez aller à la pharmacie les acheter à l'hôpital. Et donc, il est parti chercher 2 poches de sang. Quand il revient, d'accord, il se fait attaquer. On lui a volé les 2 poches de sang. Parce que celui qui l'a pris pensait certainement qu'on donne du sang n'importe qui, n'importe quoi. 2 poches de sang, c'est comme 2 bouteilles d'eau. Donc on peut les utiliser. Et il s'est fait attaquer sur le retour parce que ce n'était pas éclairé à l'intérieur même de l'hôpital. On lui a piqué les 2 poches de sang. Alors comment voulez-vous, d'accord, dans un pays comme ça, aussi défavorisé que ça, d'accord, comment voulez-vous faire de l'urgence? C'est compliqué. C'est compliqué. Compliqué. Je sais pas si le directeur a j'ai aussi une dernière question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la formation. J'ai pas trop compris en fait comment ça s'organisait. Est-ce que c'est des médecins d'ici qui forment ou j'ai pas saisi le concept en fait. C'est une grande histoire, la formation. La formation, c'est... Ça a commencé par le professeur Raphaël Petit. Il a formé 6 personnes, donc 6 médecins franco-syriens ici en France, dont le docteur Ziad Alissa. Donc il est le responsable de la formation à l'USSM international. Donc, ils sont partis en Syrie, formés, donc, déjà organisé des formations, et ils ont formé des formateurs là-bas. Voilà. Donc il y a beaucoup de domaines, hein, donc je te laisse... Non, nous sommes partis d'abord pour former les soignants, si vous voulez, à la prise en charge d'une pathologie qu'ils ne connaissaient pas, qui est la médecine de guerre. C'est la gestion des arrivées, des afflux de victimes, c'est la prise en charge sur le terrain des blessés, dont 50% d'entre eux meurent dans la première heure, ce qu'on appelle le Golden Hour, c'est-à-dire l'heure d'or. Éventuellement, vous allez pouvoir, les gens meurent d'asphyxie, d'hémorragie, donc il faut savoir sur le terrain commencer à faire les premiers gestes, transporter sur l'hôpital, trier éventuellement. Donc, assurer le triage entre ceux que vous allez soigner de ceux que vous n'allez pas soigner, ceux que vous n'allez pas soigner parce que leur situation est telle, les lésions sont tellement importantes que même si vous y mettez tous vos moyens, d'accord, vous n'arriverez pas à réussir à les sortir, mais ça va vous prendre du temps, du matériel, etc. Donc, vous faites l'impasse sur ces patients et vous considérez qu'ils sont morituri, c'est-à-dire qu'on ne va pas les soigner. Et après, vous aurez 2 catégories, celles qui sont en urgence absolue, ceux qui sont en urgence relative. Les urgences absolues, il y aura les extrêmes urgences que vous allez prendre de suite, et puis il y aura les autres que vous allez pouvoir faire attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais il y a ceux qui sont relatifs, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir attendre plusieurs heures parce que leur vie n'est pas directement en jeu par rapport à leur lésion. Donc tout ça nécessite une organisation, nécessite en même temps une capacité à trier, et vous voyez bien que l'extrême urgence, quand vous êtes dans une situation où vous avez des moyens, vous allez la prendre en charge. L'extrême urgence, dans une situation où vous n'avez pas les moyens, ça devient morituri. Ça devient des gens que vous allez attendre. Parce que derrière, vous risquez d'avoir un deuxième afflux. Alors même que vous n'avez pas fini de trier le premier afflux, que vous en avez un autre derrière qui va se présenter. Et tout ce que vous avez organisé, il faudra le remettre en cause, là.
Et donc, ça s'apprend. Ça, en même temps, ça s'apprend. Avec des protocolisations. Il faut protocoliser tous les gestes pour que ce soit simple, rapide, efficace, etc. La prise en charge de la douleur, elle est protocolisée, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et on applique un protocole sans se poser de questions. Donc, c'est une technique. Ce sont des techniques à la fois de gestion des afflux massifs en situation de guerre ou de catastrophe, d'ailleurs, prenant la catastrophe au sens large. Donc tout ça, ça s'apprend. Pour les secouristes, pour les médecins. Et après, nous avons été engagés, quand on a commencé à avoir le chimique, il a fallu faire des cours par rapport au chimique. Après, nous avons été engagés quand il a fallu assurer la prise en charge des urgences banales, somme toute banales, dans les camps des personnes qui se sont déplacées à l'intérieur de la Syrie, où il n'y avait pas des centres de soins primaires. Il a fallu faire un cours spécifique qu'on a appelé ATMU, à la prise en charge des urgences tout venant, cardiovasculaires, métaboliques, pédiatriques, etc. Après, nous avons été engagés dans le fait qu'il y avait, pour assurer une meilleure gestion du triage, il fallait faire de l'échographie d'urgence. Et donc, nous avons fait un cours pour l'échographie d'urgence. Après, la fuite du personnel, de sages-femmes, etc., nécessité qu'on fasse une formation pour les matrones, pour leur apprendre ce qu'est un accouchement normal, et nous avons fait l'atout 1. Et après, il fallait aussi faire une formation aux gynécologues, aux sages-femmes, pour les faire devenir un peu plus obstétriciennes, et c'est atout 2. Après, nous avons été engagés à chaque fois à augmenter nos cours au fur et à mesure. Aujourd'hui, l'USSM, c'est plus de 12 cours. Près de 18 000 personnes formées. 18 000 personnes formées, mais c'est environ 12 cours aussi, parce que d'autres associations sont venues former à l'intérieur même du centre que nous avions ouvert. Save Children pour les enfants avec la malnutrition, etc. Les campagnes de vaccination, la lutte contre la leishmaniose. Un certain nombre de cours ont été faits dernièrement, des cours administratifs se sont développés. Notre centre aujourd'hui, de management, notre centre aujourd'hui rayonne sur une grande partie du nord de la Syrie, et c'est pour ça que nous avons ouvert ce deuxième centre à l'est. Nous en avons eu un autre dans le sud, à la frontière libano-syrienne, qui a fonctionné de manière clandestine. Puis au bout de 18 mois, le Hezbollah a attaqué la ville de Arsal, donc ça nous a obligés à partir. Enfin, nous sommes dans une histoire. Nous sommes dans une histoire avec Ziad. Ça a nécessité toute une préparation pédagogique en français entre Raphaël et Ziad, et ensuite il faut traduire toutes les notes, les protocoles en arabe, et former sur place en arabe. Donc oui, le double travail, c'est pas un cours, hein, ce sont des journées de formation. Mais vous formez, souvent c'est des professionnels de santé. Est-ce qu'il y a quelque chose de mis en place pour les étudiants sur place? Vous avez dit qu'il n'y a plus du tout de professeurs, de PUPH ou de profs à la fac. Ziad pourra répondre. Le spécialiste de la formation. Ziad peut répondre. Oui, pour les étudiants, oui. Il y a quand même, on a mis en place les conseils dans chaque spécialité, dans chaque domaine. On a inscrit tous les internes au cours de spécialité qui ont arrêté leur spécialité. Et dans chaque domaine, il y a 3-4 médecins responsables de la spécialité. C'est comme le coordinateur ici, dans chaque spécialité. Et on a fait des carnets de stage qui restent dans les hôpitaux actuels, que ces internes qui continuent leur formation dans les hôpitaux. Les carnets de stage sont inspirés de l'université elle-même, le même cursus, parce que parmi les médecins quand même qui est responsable de la formation, c'est anciens profs à l'université, mais ils sont actuellement soit dans le nord de la Syrie, soit en Turquie. Et il y a beaucoup de médecins de l'USSM et des autres associations qui sont quand même travaillés avec nous, qui sont basés aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Allemagne et ici en France. Et on a commencé à suivre ces internes. On a demandé à ces internes de continuer dans les hôpitaux actuellement sur place et de faire valider leur stage par un médecin à l'hôpital. Bien sûr, ce n'est pas tous les hôpitaux. On a choisi les hôpitaux, il y a des critères dans chaque hôpital. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut former? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encadrer? Ils travaillent la jour, ils font des gardes. Et au bout de quelques temps, en fonction de ce qu'il a fait avant, lorsqu'on prend par exemple l'anesthésie-RIA, on a fixé 4 ans. Lorsqu'on prend la chirurgie, on a fixé 5 ans. Il passe le premier examen. Le premier examen, c'est un examen basique. C'est un examen qui est fait en même temps dans le nord de la Syrie, dans le sud de la Syrie et dans le sud de la Syrie.
un examen où les gens ils peuvent passer dans plusieurs centres, surveillés à travers le centre de formation qui est en Turquie. Donc les questions sont mises par les profs de chaque spécialité. Il y a une technique spéciale où on peut faire l'examen à distance. Là, en Japon, ici en France, on fait ça suite à des grèves des étudiants. Nous, ça fait quand même 4-5 ans qu'on fait ça. Il y a des questions. Après, il y a 2 mots de passe avec des caméras. Donc, ils ne peuvent pas envoyer son endroit. On se fait avec une caméra surveillance. Il y a 2 mots de passe pour bien fixer. Une fois qu'ils passent le premier examen, il y a une deuxième partie d'examen oral où il y a des médecins qui partent d'ici là-bas pour faire l'oral. Et comme ça, on est arrivé à faire, à laisser ces internes terminer leur cursus jusqu'à la fin et avoir un diplôme. Ces diplômes, pour l'instant, ils sont reconnus dans le nom de la série. On est en train de travailler pour voir un peu plus de reconnaissance, mais ils sont déjà reconnus dans le nom de la série. Et en anesthésie, par exemple, on a fait 2 sessions. Il y a plusieurs spécialités. Ça pour les internes sur place. Pour le début de spécialité, la spécialité à partir de 0, là aussi, les centres choisis pour la formation des internes, ils accueillent des internes dans une spécialité. C'est des médecins qui ont déjà leur diplôme de médecine, qui vont faire la spécialité. Et on fait un système de concours pour que ces gens passent un petit test pour qu'on voit le niveau de médecine. Après, ils commencent une spécialité. Pour les étudiants, il y a une faculté de médecine, 2 facultés actuellement dans le nom de la série, pour que les gens qui ont le niveau bac, ils passent un petit test aussi, et après ils rentrent dans cette faculté de médecine, et on a pris les mêmes cursus de la faculté de médecine, donc ils sont en train de faire leur étude de médecine. Donc en général, il y a dans la formation, il y a la formation initiale, la médecine et la spécialité, et il y a les cours. Les cours, les modules, on a 12 modules, c'est comme des formations médicales continues. C'est des modules au fur et à mesure sur les besoins, et il y a la formation initiale. C'est ça ce qu'on a organisé pendant ces dernières années. Il faut imaginer la Syrie. Il y a des zones qui ne sont plus contrôlées par le régime actuel. Donc, dans ces zones-là, on a mis en place un système de substitution. D'accord ? C'est pas que l'USSM. Donc en partenariat avec de la diaspora syrienne partout dans le monde. Donc il y a des cours, la télémédecine, les cours à distance, il y a des services de réanimation surveillés 24 heures par des équipes à l'étranger, donc en France ou aux États-Unis. Donc tout ça, un système parallèle. Oui, je voulais vous remercier pour votre engagement, c'est vraiment admirable. Et je trouve que vous êtes vraiment un bel exemple d'un croyant en adéquation avec ses valeurs. Ça nous renvoie aussi, nous, à nos propres contradictions, parce que c'est vrai que quand vous parliez de cet engagement qui peut démarrer en bas de chez soi, on a souvent tendance, je parle pour moi en tout cas, à trouver des excuses en se disant mais ce SDF, si on le fait venir chez nous, est-ce qu'il ne va pas nous agresser, si je le mets dans le garage, est-ce qu'il ne va pas nous voler, etc. Donc, on a toujours une anecdote dans laquelle ça s'est passé, et puis au final, ça ne fait rien. J'avais en fait 3 questions. La première question, c'était sur le plan, les 2 premières questions sur le plan politique. Il me semble que vous aviez été décoré de la Légion d'honneur et que vous l'avez rendu. J'aurais bien aimé savoir quel symbole vous avez voulu exprimer à travers ce geste et dans quel contexte ça s'est fait. Le deuxième, en fait, c'est le versus politique et humanitaire. Est-ce que vous avez un engagement également politique ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que votre engagement humanitaire, quand bien même il est très très important et nécessaire, j'ai l'impression que c'est comme en fait vider de l'eau avec un seau alors qu'un tsunami arrive en face de nous. Donc est-ce qu'il y a un engagement politique ? Et enfin la troisième question, c'est plus sur le plan spirituel. Elle peut paraître un peu bizarre, mais est-ce que vous finissez pas par aimer cet engagement dans les pays en guerre ? Est-ce que vous ne voudriez pas mourir dans cette situation-là ? D'accord. Merci de m'avoir posé ces questions. Merci de m'avoir posé ces 3 questions. Donc, la première question, la Légion d'honneur. Pour ce qui concerne la Légion d'honneur, je suis déjà chevalier de la Légion d'honneur pour les actions à la fois militaires, puisque j'ai expliqué que j'ai été dans différentes situations de conflit, dans différents pays en guerre, etc. Et qu'à ce titre, je suis chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire, si vous voulez.
Emmanuel Macron, par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères, qui en a fait la proposition, m'a nommé officier de la Légion d'honneur, c'est-à-dire le grade au-dessus de celui de chevalier. Et c'est ce grade-là, cette promotion, que j'ai refusée. Voilà. Pourquoi je l'ai refusée? Parce que je suis conseiller municipal de la ville de Metz et à ce titre en charge des urgences sanitaires et sociales. Et j'ai à m'occuper des migrants. Et à Metz, on reçoit 5 à 7 000 migrants par an. Que l'État est en dessous de ses moyens et laisse végéter sur un parking plus de 1000 personnes dans des conditions qui sont inhumaines, inacceptables, pas assez d'eau, etc. Les gens obligés de déféquer le long de la Moselle, enfin c'est inacceptable. Les associations sont mobilisées pour apporter leur aide, le petit déjeuner le matin, s'occuper des enfants, etc. C'est inacceptable. Nous avons une obligation d'accueillir les gens, c'est une obligation, et l'État ne se donne pas les moyens de le faire. Et quand vous demandez à l'État pourquoi vous ne faites pas ça, il dit ben écoutez, on ne va pas leur donner d'eau, de toilettes, etc. parce que c'est un appel d'air. C'est le risque de les voir arriver de plus en plus. Comme si le fait de donner des toilettes ou de donner de l'eau, ça allait attirer, il va téléphoner à sa famille dans les balcons, disant, tu peux venir, il y a de l'eau. S'il est venu, c'est pas pour ça. Donc c'est pas ça qui peut l'empêcher de venir. Et donc, les conditions étaient inacceptables. Et donc, j'ai suivi, au moins, ça c'était sous Sarkozy, c'était sous Hollande, et je me suis battu comme conseiller municipal pour faire en sorte. Le maire était assez résistant en disant, ce n'est pas de ma compétence, c'est la compétence de l'État. Et je ne peux pas engager l'argent de la ville, d'accord, sur une compétence de l'État. Par contre, je peux mettre mes moyens techniques que l'État n'a pas à la disposition de l'État. C'est-à-dire, s'il y a besoin de faire fonctionner les sanitaires, s'il y a besoin, etc., la ville peut le faire. Mais l'argent, ça ne peut pas être l'argent de la ville. D'accord. Bon. D'autant qu'il y a une opposition d'extrême droite et une opposition de droite. C'est compliqué de demander au conseil municipal d'engager des dépenses alors que ce n'est pas une compétence. Donc le maire était assez résistant. Ce qui me posait un problème, moi, parce que conseiller municipal en charge des urgences, plus de 2 fois, 3 fois, je lui ai rendu ma délégation en disant, écoute, puisque je ne peux pas régler les problèmes d'urgence sanitaire et sociale, je ne peux pas être conseiller municipal, donc je te la rends. Non, je ne veux pas que tu me la rendes, je n'ai pas envie que demain ce soit dans les journaux, patati, etc. Donc, voilà. Alors donc, il donnait de l'eau. À ce moment-là, on avait des sanitaires, il acceptait de les mettre. Mais c'était inacceptable. Quand Macron est arrivé, il avait un discours humaniste. C'était... la France fera ce qu'il faudra, prendra sa part dans la dignité des demandeurs d'asile, etc. Madame Merkel a sauvé l'honneur de l'Europe en acceptant de prendre dans la dignité les 800 000 personnes. Ce discours était un discours humaniste qui tranchait avec celui de Sarkozy, avec celui de Hollande, etc. D'accord. Donc j'étais au début fanat Macron, en disant voilà, ça va changer les choses, on va faire les choses mieux, etc. Et donc, d'accord. Et puis, ça ne venait pas. Alors je suis allé, moi, voir les conseillers en leur proposant de mettre en place une vraie politique d'accueil des migrants, en proposant qu'il y ait un secrétariat d'État à l'accueil et à l'intégration des migrants. Et parce que, pour avoir une vraie politique d'accueil, puisque l'accueil et l'intégration étaient entre les mains du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il n'a pas vocation à accueillir, il a vocation à sécuriser le pays. Et donc, on ne peut pas demander à celui qui sécurise en même temps d'accueillir dignement, etc. Ce n'est pas son boulot. Donc, si le gouvernement veut avoir une politique de l'accueil, il faut qu'il le donne à quelqu'un qui fasse que ça, et qui soit l'image de la politique. Donc, je pensais, moi, qu'un secrétaire d'État, d'accord, serait représentatif. Non, je n'ai pas vu arriver le secrétaire d'État, ni avant, ni après les élections. Et au mois de décembre, il s'est passé quelque chose, c'est que le ministre de l'Intérieur a réuni toutes les grandes associations de solidarité du pays et leur a demandé de faire le recensement de toutes les personnes en situation irrégulière dans les centres d'hébergement. Si elles sont dans des centres d'hébergement, c'est qu'elles sont dans une situation qui nécessite qu'elles soient hébergées. Et ce n'est pas aux associations qui gèrent ces centres de dénoncer les personnes en situation irrégulière. Donc les associations ont quitté le bureau, d'accord, de la réunion au ministère de l'Intérieur en disant non mais on nous demande de dénoncer. Donc elles sont parties. Ça c'était le 6 décembre. Le 12 décembre, le ministre de l'Intérieur met en place une circulaire. Et la circulaire est beaucoup plus drastique que ce qu'avait fait Hollande ou Sarkozy. C'est-à-dire qu'il mettait en place une brigade censée aller dans tous les centres d'hébergement pour aller recenser les personnes en situation irrégulière qui seraient immédiatement
mis dans les centres de rétention, y compris les enfants, etc. Deuxièmement, toutes les personnes qui viennent en France n'auraient pas le droit de demander l'asile, d'autant que si elles venaient de zones sûres, de pays sûrs. Ce qui veut dire que le droit d'asile est un droit inconditionnel et individuel. Inconditionnel et individuel. Ça veut dire que si vous venez du Sénégal, si vous venez d'Égypte, si vous venez d'Amérique, etc., vous venez en France et vous dites « je veux demander le droit d'asile », vous avez le droit. On n'a pas à juger. Et c'est l'OFPRA. Vous déposez un dossier, c'est l'OFPRA qui juge, et l'OFPRA vous dit si vous pouvez rester ou vous ne pouvez pas. Le gouvernement n'a pas à s'arroger le droit de décider qui a le droit de demander, qui n'a pas le droit de demander. Le gouvernement n'a pas à s'arroger le droit de dire celui-ci il vient d'un pays sûr, le Sénégal, et donc il ne peut pas venir en France demander le droit d'asile. Or, le gouvernement se donnait ce droit. Se donnait ce droit. Et ça, c'est contraire aux conventions internationales que nous avons signées. C'est contraire. Si vous avez un homosexuel qui vient d'Égypte, en Égypte, on sait très bien où finissent les homosexuels. Ils sont tous en prison. D'accord ? Donc, si un homosexuel vient d'Égypte et qu'on considère que l'Égypte est un pays sûr, eh bien, il n'a pas le droit de venir en France. Voilà, le gouvernement dit non, il vient d'Égypte, donc celui-ci ne vient pas en France. Ce qui est anormal. Si un Américain décide, je ne sais pas pour quelle raison, de venir demander l'asile en France, comme l'asile est inconditionnel et individuel, un Américain a le droit. Il peut déposer son dossier. Après, ce qui sera reçu, c'est l'OFPRA qui décide. Mais le gouvernement dit, non, puisqu'il vient d'Amérique, pays de la liberté, il n'a pas le droit. Ça, c'est contraire. Ensuite, le délit de solidarité. Si vous êtes dans les zones de frontières et que vous voulez aider quelqu'un parce qu'il est en difficulté dans la montagne, etc., eh bien, c'est un délit. Et vous êtes poursuivi par les tribunaux. Délit de solidarité. C'est quoi ce peuple? Ce pays dit qu'il est un pays de l'accueil, il dit qu'il est un pays des droits de l'homme, d'accord? Et il est censé le faire dans la dignité. C'est tout le contraire. Alors comment voulez-vous, moi qui vous ai dit tout à l'heure, l'humain commence dans la rue, d'accord? Et vous pouvez aussi le faire à l'étranger. Comment peut-on à la fois me décorer pour l'action humanitaire en Syrie, d'accord? Et comment notre pays, qui est censé être un pays des droits de l'homme, un pays de l'accueil, peut-il accepter de faire des choses comme ça? Donc je n'avais pas à recevoir une décoration, d'accord, d'un gouvernement qui n'était pas respectueux de l'accueil et de l'humain. Je n'avais pas à le faire. Parce qu'il en dépendait de mon honneur, comme celui de notre pays, de l'honneur de notre pays. Ce gouvernement ne respectait pas l'honneur de notre pays, donc je n'avais pas à recevoir une décoration de ce gouvernement, donc je dis, je ne veux pas de votre décoration. Voilà pour la décoration. Ensuite. Alors, sur le plan politique, moi, mon engagement, j'ai toujours été centriste. Parce que ce qui me semble important, ce n'est pas de participer à une politique de droite ou une politique de gauche. Ce qui me semble important, c'est l'intérêt collectif. De ce point de vue, qu'il y ait des solutions à droite ou qu'il y ait des solutions à gauche qui sont pour le bien collectif, moi, elles me vont. Je n'ai pas d'anathème contre ceux de droite et je n'ai pas d'anathème contre ceux de gauche. J'ai simplement l'idée que ce qui compte, c'est le collectif, c'est l'humain. Et si vous avez une politique de droite qui concourt à l'humain, ou de gauche, ou un problème de gauche, moi ça me va bien. Et donc je me sens centriste. Et quand Macron dit ni droite ni gauche, j'ai un pied à droite et j'ai un pied à gauche, bon, ben, ça correspond à mon discours. Donc je viens avec Macron. Mais quand Macron dit, au sens large, quand je dis Macron, dit les réfugiés, ben, on n'en prend pas, ou d'une certaine manière on n'en prend qu'un certain nombre, alors là j'ai un problème. Parce que ce n'est pas mon idée non plus des choses. Lorsque le gouvernement Macron, pour des raisons budgétaires, enlève 5 € aux APL, j'ai un problème. Et qu'il donne en même temps 126 millions, si vous voulez, sur le plan de l'impôt sur les grandes fortunes, ça me pose un souci. Parce que pourquoi tu ne fais pas l'inverse dans un premier temps? Pourquoi tu fais cadeau de 126 millions aux riches qui en ont déjà et tu enlèves 5 €, d'accord, à ceux qui n'en ont pas? Pourquoi? Ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Parce que, sur le plan de la politique, pour moi, c'est le curseur se place en bas, pas en haut. Dans ceux qui n'ont pas, et non pas dans ceux qui en ont. Donc une politique, pour moi, elle est fondée sur le moins de ceux qui en ont, mais pas dans ceux qui ont plus. Et être persuadé que l'argent du riche descendra sur celui du pauvre, j'attends de voir. Parce que si c'est vrai, ils seraient déjà aussi en bas, puisqu'ils sont déjà riches. D'accord? Et ce n'est pas la peine de leur en donner encore plus. Donc j'ai un problème. Mais l'engagement politique, il fait engagement humain, je vous l'ai dit.
dans le serment d'Hippocrate, il vous appartient de défendre les gens en personne vulnérabilité. Il vous appartient de défendre. D'accord ? On ne vous dit pas de soigner le vulnérable, on vous dit de défendre le vulnérable. Donc vous avez forcément un engagement. L'engagement humain vous implique un engagement aussi dans le collectif, dans la vie de tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un type qui se tape sur la tête avec un marteau, on ne vous demande pas de lui donner de l'aspirine pour qu'il ait moins mal. On vous demande de lui enlever le marteau. Oui, mais c'est ce que nous avons fait avec Ziad, avec Anas, etc. Nous sommes allés aux États-Unis, à New York, dénoncer des crimes contre l'humanité. Nous sommes allés à Genève, manifester devant l'ONU, à Genève, dans les droits de l'homme. Nous avons fait une tournée à Montréal pour essayer de dénoncer avec Anas. Nous sommes partis, etc. Nous avons mené cette action humanitaire pour dénoncer à la fois ce qui se passait contre le peuple syrien, parce que nous étions la voix. Nous étions la voix. Nous y allions, nous voyions bien. Donc on était forcément la voix de ceux qui sont justement en situation de souffrance. Nous avons fait, parce que ça nous fait obligation, en tant que soignants, obligation de dire, mais regardez ce qu'ils vivent. Donc il y a un engagement, et l'engagement va aussi vers le politique, d'une certaine manière. Mais prenez politique au sens large, pas politique politicienne. On est dans l'organisation de la société. Ça me fait un engagement dans l'organisation de la société. Et troisième question... j'essaie d'expliquer ça. J'essaie fondamentalement d'expliquer ça. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi dans le livre à le dire. Mais il y a dans les évangiles, il y a une très belle... le Christ parle des talents. Je ne sais pas si vous connaissez la parabole sur les talents. Parabole sur les talents, il y a le maître fait venir... trois de ses serviteurs et donne de l'argent, la même somme à chacun de ses serviteurs. Et leur dit, je pars en voyage et je reviens dans un an. À chacun de vous, je vous demande de faire fructifier les talents. Prenez les talents au sens large, mais talents, c'est une monnaie. Les talents. Et le maître revient au bout d'un an. Il demande au premier, qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés ? Et là, tu dis, maître, je les ai fait fructifier. Tu m'en as donné 3, en voilà 9. Bravo, dit le maître. Bon serviteur, je t'ai donné, je t'ai fait confiance, je t'ai donné des talents, tu les as fait fructifier. Bon serviteur. Il demande au deuxième. Il dit, maître, moi, je n'ai pas réussi autant, tu m'en as donné 3, en voilà 6. Bon serviteur, dit le maître. Et le dernier dit, maître, je sais combien tu es un homme dur en même temps. D'accord ? Tu m'as donné 3 talents, écoute, je les ai mis de côté, je te les rends. Voilà les 3 talents. Et l'autre lui dit, mauvais serviteur, je t'ai donné des talents, et qu'as-tu fait de ces talents ? Est-ce que vous comprenez ce que veut dire cette parabole ? Dieu nous donne des compétences. Qu'as-tu fait des compétences que je t'ai données ? Qu'as-tu fait de ces compétences ? Qu'as-tu fait ? Tu es médecin maintenant. Je t'ai donné l'intelligence pour que tu sois médecin. Je t'ai donné les moyens pour que tu sois médecin. Mais qu'as-tu fait de tes compétences ? Tu les as gardées ? Ou tu les as permis à d'autres d'en profiter ? Je suis médecin militaire. Je suis croyant. Où voulez-vous que je sois le mieux ? Sur un terrain de guerre où les gens sont en souffrance. Donc je suis où ? Je suis à ma place. Qu'est-ce qu'il adviendra ? Il adviendra ce que Dieu voudra qu'il advienne. Puisque je fais profiter des autres des talents qu'il m'a donnés. Et nous avons une obligation. Le fait d'avoir des compétences, le fait d'avoir acquis quelque chose, ce n'est pas pour nous. C'est pour améliorer l'humanité. Et donc, je pense que si on y frotte ensemble, vous trouverez certainement dans le Coran la même chose. Exactement, les enseignements prophétiques. C'est exactement la même chose. Donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Donc l'humanité est unique. Donc nous recevons des talents, nous recevons des compétences, nous recevons ça pour faire profiter les autres. Nous ne les profitons pas pour nous-mêmes. Pas pour nous-mêmes. Ne croyez pas ça que c'est pour les autres. Et donc, vous me posez la question. Médecin militaire, j'ai fait les commandos marines, j'ai fait, etc. J'étais sur des terrains de guerre. Où suis-je le mieux placé ? Et en plus, ma compétence universitaire, je suis professeur de médecine d'urgence et de catastrophe. Je forme. Où est-ce que je suis le mieux placé pour aider mes collègues syriens ? Donc, je suis où ? Je suis là où je dois être. Qu'est-ce qu'il adviendra ? Il advient ce qu'il adviendra. Je vais là où l'humanité me porte. Donc je vais là où l'humanité me porte avec mes talents. Merci beaucoup à tous. Merci.
On a 3 minutes. Une dernière question. Ah, dernière question. Ah, c'est toi le maître. Nous sommes tes invités. Hein. Une dernière question. Je mets 2 en fait. Ah oui, c'est la fille de M. Lahlou, le fondateur, président de Secours Islamique France. Ouais, donc elle a le droit. En fait, ma question, par rapport à la situation particulière de la Syrie, quelle était votre démarche en fait qui vous permet de mener vos actions? Quand je parle de démarche, puisque vous avez dit à un moment que la zone où vous travaillez dans un hôpital, c'est le gouvernement qui vous avait donné une aile. Donc enfin, comment vous gérez ce paradoxe? Non, ce n'est pas le gouvernement, c'est l'administration de l'hôpital, du Rojava. D'accord. Ce n'est pas le gouvernement. Donc, c'est la zone kurde. Hein, c'est la zone kurde. Mais de toute façon, la question reste la même. Comment vous faites pour travailler sur le terrain avec parfois des personnes locales, c'est-à-dire qui ne sont pas protégées par leur pays comme par la France? Comment font-ils en fait pour travailler avec vous et tout en étant la cible, on va dire, du gouvernement dans un premier temps? Je ne sais pas si Ziad peut répondre à cette question. Ziad, tu peux peut-être répondre, non? Parce que on est forcément soumis, même dans les groupes rebelles, de l'autre côté, on est soumis à l'autorisation des groupes rebelles. Je vois pas, dans ce que nous avons vu à Al-Nosra, on a vu les uns les autres passer, etc., à Bab el-Awa, on les a tous vus passer. Alors ils arrivent et ce sont les maîtres, je ne te parle pas de l'architecte des je ne te parle pas. Oui. Pour la Syrie, pendant ces dernières quand même 6 ans maintenant, c'est-à-dire on a travaillé dans les zones non contrôlées par la masse. Le MAS ne nous a pas donné l'autorisation pour rentrer. Ces zones plus contrôlées par l'hôpital, elles sont contrôlées par des autres groupes. Et à chaque fois où on va dans un hôpital ou dans une ville pour travailler, bien sûr on va avoir un accord de ceux qui contrôlent cette ville-là. Mais ces gens qui contrôlent une ville, ça change. Et ça change beaucoup ces dernières années. Moi, je prends l'exemple de Tel Aviv. Tel Aviv, c'est une ville sur la frontière avec la Turquie. Et Tel Aviv, l'équipe médicale, le médecin là-bas, moi je le connais. Et la première fois, lorsqu'on a visité cette ville, moi lorsque je l'ai visité, il était dans les mains d'armée libre. C'était au début lorsqu'il est sorti de contrôle de la masse. Et après des années et des années, on est retourné à Tel Aviv, mais on est rentré par l'Irak, parce qu'on ne peut plus rentrer par la Turquie. Et ce qu'il a dit le médecin là-bas, il a dit, moi et mon équipe, nous étions ici à l'époque de Assad Père. Il est décédé, que Assad Fils a pris le pouvoir et nous sommes là. Et les habitants de Tel Aviv aussi. La révolution syrienne arrive. L'armée libre vient et prend le contrôle de la ville. Mais nous, l'équipe à l'hôpital et les habitants, on est là aussi, sous le drapeau d'armée. L'armée libre, il part. Ahrar al-Sham, il arrive à installer là-bas. L'équipe de l'hôpital, c'est né. Ahrar al-Sham, elle part, et là, c'est Daesh qui vient installer. Et eux, ils sont toujours là. La guerre contre Daesh a poussé Daesh vers le plus dans l'est de la Syrie, et là, maintenant, l'autorité kurde autonome qui vient installer là-bas. Mais pendant toute cette période-là, l'équipe à l'hôpital, c'est elle-même. Et les habitants n'ont pas changé. Nous, dès le début, on a dit, on va là-bas, on travaille dans tous ces zones-là parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ces différentes. Bien sûr, à chaque fois qu'on part pour notre sécurité, et en même temps pour qu'on arrive à travailler, il nous faut un accord de l'autorité locale là-bas. Souvent, les autorités locales, ils nous laissent rentrer, ils nous laissent travailler parce que les habitants ils ont besoin d'hôpital et eux, ils ont besoin quand même de montrer devant les autres qu'ils offrent la santé. Ça ne veut pas dire que tout ça se passe bien, parce que pendant quand même ces dernières années, les médecins, malheureusement, c'est vrai qu'ils étaient ciblés par Damas dès le début, mais étaient ciblés par tout le reste. Tous ces gens qui ont succédé dans le pouvoir dans le nord de la Syrie et le nord-est, et le nord-ouest aussi, malheureusement, les médecins étaient toujours ciblés. Parce que dans cette période actuelle de la Syrie, où il y a le chaos, et tout est mélangé. Malgré qu'on essaye beaucoup de s'identifier comme neutre et humanitaire, mais sur place, avec les conditions
politique, militaire, médical, humanitaire, tout est mélangé. Malgré que nous, on essaie. Donc lorsqu'on dit que voilà, on a un accord avec des autorités locales, parce que pour qu'on arrive à travailler. Les collègues là-bas sur place, malgré pour ceux qui restent, ils ont resté, bien sûr, ceux qui ont resté dans cette zone de nord-est, et n'ont pas cherché par les régions du nord-est. Il y a quand même un accord de l'autorité de laisser travailler. Même chose dans le nord-ouest de la Syrie, même chose dans le sud, même chose dans le centre de la Syrie. Et ils sont là, ils travaillent. Lorsqu'on va là-bas, on travaille avec eux, ils sont contents qu'on arrive. Au contraire, ils nous disent toujours vous avez arrivé en retard, parce qu'il y a vraiment, ils ont vu quand même la différence de prise en charge des malades avant et après les cours. Et on travaille avec eux. On est conscient quand même que quelquefois, eux, ils peuvent être en danger lorsqu'ils travaillent avec nous. Parce qu'il y a des autorités locales là-bas qui considèrent tous les ONG internationaux comme des ennemis. Ça, oui. On essaye toujours, à travers quand même, surtout Raphaël et ses relations, de rencontrer là-bas les autorités locales, expliquer la mission et essayons au maximum de protéger les collègues qu'on travaille avec. Parce que nous, on sait qu'une fois la mission est finie, on va rentrer en France. Les collègues sur place, qui sont là-bas, on essaye le maximum. Ça ne veut pas dire que pendant ces années, il y a beaucoup quand même de collègues qui travaillaient dans ces zones-là, qui ont été malheureusement soit arrêtés, soit tués, soit être victimes des bombardements ou être victimes de tel groupe-là. Mais on essaie toujours de se positionner vraiment de façon neutre. On est là pour une mission humanitaire, que l'équipe qu'on travaille avec eux là-bas sur place, ils vont nous aider pour mener cette action. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc ça, c'est la force de l'USSM, c'est sa capacité de savoir s'adapter. Et deuxième force, c'est l'implantation partout en Syrie. Nous avons 1550 personnes qui travaillent dans cette ONG internationale, et la majorité sont du pays. Voilà. Et ma dernière question, en fait, quelle est la démarche, quelle est votre approche en fait pour intégrer la population locale dans vos programmes? Est-ce que vous avez ces démarches-là, et si oui, laquelle sur le court et long terme, c'est-à-dire tout ce qui est prévention avec des associations peut-être locales, de prévention par les pairs, enfin c'est un peu de la santé publique, mais bien sûr, mis à part l'urgence médicale, je pense, je ne sais pas, vous avez sûrement des programmes qui rentrent dans la santé publique en général. Alors, bien entendu, ça reste encore une réponse que seul le responsable de la formation de l'USSM international peut vous donner. Moi, en tant que pédagogue, j'ai un secteur, la mise en place des cours, etc. Tout ce qui est problème de relations, c'est plutôt Ziad qui sera le mieux pour en parler, si vous voulez, hein, avec les relations avec les autres ONG et autres. Hein. Elle est là, dans le film, la réponse. Il y a... N'est-ce pas? On a les centres de soins primaires. Les centres de soins primaires sur place. Et on travaille avec des équipes sur place. La même chose pour la formation. La première chose qu'on a fait pour la formation, on a formé une équipe là-bas. Et cette équipe-là qui est restée avec nous pendant une année, après, il a continué tout seul. Là, les centres là-bas, ils fonctionnent, même si nous sommes là, ils fonctionnent. La première année, il fallait qu'on fasse l'aller-retour une fois par mois. On faisait, c'est pas une semaine par an, on faisait une semaine par mois, pendant à peu près 2 ans. Au bout de 2 ans, l'équipe là-bas, ça y est, il a commencé à travailler tout seul. Donc, former des équipes là-bas sur place, et c'est des équipes qui travaillent. Et il y a des centres de soins primaires aussi pour la santé publique. Et le plus important, il y a les directorats de santé. Ils ont commencé à se former. Et l'USSM, il a soutenu ces directorats de santé. Et là maintenant, on sait qu'en dans chaque pays, il y a comme l'Agence régionale de la santé ici, par exemple, qui gère la santé dans cette ville-là. Et c'est là où, en plus de la formation médicale, il y avait une formation administrative qui était aussi soutenue par l'USSM. C'est pour former les équipes là-bas, qu'ils prennent eux en main la santé, la politique de la santé de la région. Et l'idée c'était de passer tous les ONG internationales. On sait que
dans chaque zone de crise, on va avoir les ONG internationales. Ils vont venir. Et c'est bien parce qu'ils ont le moyen de venir, ils ont le moyen de travailler. Mais avec le temps, on sait que ces ONG internationales, ils vont se retirer. Donc le plus important pendant des années, c'est de passer le pouvoir et le savoir-faire vers les associations locales. Et c'est ça ce qui se passe actuellement aussi. Dernier commentaire, donc dernière petite question, mais ça va être dans la vidéo. Il y a beaucoup d'étudiants, et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je me rends compte au quotidien, et je trouve que ça évolue de plus en plus. C'est pas la série, c'est le soin en général, dans notre quotidien et à l'hôpital. Aujourd'hui, ce qui préoccupe le plus l'État et les directeurs d'hôpitaux, c'est la rentabilité, tout ce qui va avec, et la T2A, voilà, la rentabilité. Donc, par conséquent, il y a de moins en moins, je trouve, à mon sens, d'éthique et d'humanité dans les hôpitaux. Et on commence c'est mon impression à l'hôpital, en tout cas, je suis concrètement au prix d'une rentabilité, d'une optimisation des processus et des protocoles. Il y a de moins en moins de relations avec le patient. Et je ne sais pas si vous l'observez. Et quelle est votre impression un peu générale, vous qui avez débuté il y a plus de temps que moi, et est-ce que vous êtes inquiet par rapport à l'avenir et la relation qu'on a avec le patient au quotidien? Et après, on va voir la vidéo. Je suis d'accord avec vous, et je le dis d'ailleurs à un moment donné, puisque on a mis en place les dispositifs de qualité au même temps, du suivi et de la mise en place des protocoles, les recommandations, etc., que l'on passe de plus en plus de temps devant l'ordinateur à remplir les différents imprimés que cela nous impose, et qu'on perd du temps, malheureusement, par rapport aux malades. Ça, je suis d'accord avec vous. Parce que ce dispositif-là, qui est bien comme démarche, la démarche qualité, personne ne peut, des recommandations, personne ne peut les remettre en cause, d'accord? Mais cette démarche-là nécessite des hommes, et elle nécessite des femmes. Et que, donc, il y a un problème, une problématique, c'est qu'en même temps, pour des raisons de rentabilité, alors je ne sais pas si c'est le terme de rentabilité, en tous les cas, pour faire en sorte que l'argent public soit bien dépensé ou en adéquation avec l'argent que l'on a. En tous les cas, on a de moins en moins de personnel. On a de moins en moins de personnel alors que les tâches administratives augmentent. Et ça pose un problème. Parce qu'on est dans une période de contrainte budgétaire, et cette contrainte budgétaire n'est pas en adéquation en même temps avec la démarche médicale, qui est cette démarche médicale raisonnée, de qualité, etc. Elle pose un problème. On ne peut pas faire les deux. On ne peut pas faire un deux, c'est un vrai souci. Ça ressemble, il y avait une analogie qui me plaît beaucoup entre l'hôpital privé et l'hôpital public, et deux bateaux avec des rameurs qui font la course. Vous avez 10 rameurs sur un bateau, c'est l'hôpital public, et vous avez 10 rameurs sur un bateau, c'est l'hôpital privé. Et ils font une course. À la fin de la course, l'hôpital public a perdu. Donc ils se réunissent, ils disent tiens, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait, etc. C'est tout simplement parce qu'ils ne rament pas d'une manière synchrone. Très bien, donc on décide de prendre un des rameurs et de le mettre devant, pour qu'il puisse donner le rythme. Donc la course repart, et donc vous avez 9 rameurs d'un côté, vous avez 10 rameurs dans l'hôpital privé de l'autre côté, et à ce moment-là, l'hôpital public arrive toujours dernier. Il y a un problème. Oui, il y a manifestement un problème. Je pense qu'il faut motiver les trucs. Alors, on va en mettre un au milieu qui va chanter pour donner le rythme. Et donc, on enlève un rameur et on le met au milieu, d'accord, pour qu'il puisse chanter. Donc, vous avez celui qui fait le synchrone, et vous avez celui qui chante pour stimuler en même temps les rameurs, et ils partent. En fin de compte, vous n'en avez plus que 8 qui rament, alors que l'hôpital privé, ils sont 10. Et puis, bien entendu, etc. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que de plus en plus de personnes à l'hôpital public sont attachées à des tâches administratives. Les cadres de soins, vous ne les voyez jamais auprès du malade. Ils sont toujours en réunion. Moi, j'ai toujours à souffrir de ça. Au point que j'avais fini par prendre une de mes infirmières. Moi, je jouais la même chose. Une de mes infirmières qui était responsable des soins. Puisque la cadre, on ne la voyait pas. Elle s'appelle cadre de soins, mais vous ne la voyez pas auprès des malades. Elle est en réunion, organise, patati, vous ne l'avez pas. Et tout est comme ça. C'est-à-dire qu'on vous enlève en permanence du personnel, d'accord? Vous apprenez que du jour au lendemain qu'une de vos infirmières fait partie maintenant de l'escouade d'astreinte, de renfort, parce que quand il y a au même temps du personnel malade,
D'accord? Il faut assurer dans certains services, puisqu'on est en situation restreinte, qu'on ne peut plus prendre d'intérimaire, donc vous êtes en situation restreinte. Donc on vous prend une de vos infirmières qu'on met dans une équipe qui va venir. Et d'un seul coup, vous voyez arriver dans un service de réanimation qui est hautement qualifié, des gens qui n'ont jamais fait de réanimation, que l'on vous met là pour remplacer celle qui est malade. Et on dit, mais il y a un problème de fou là-dedans. Il y a un truc qui ne va pas dans cet hôpital. Il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'on veut faire un personnel constant, d'accord, la même chose alors que les tâches augmentent. Donc ça pose un problème de santé publique. Et l'hôpital, au détriment du malade. Et donc ça pose un vrai problème de santé publique. Et il y a un problème de crise dans notre pays par rapport à ça. À l'hôpital privé, j'y ai travaillé aussi, les choses marchent un peu mieux, mais toujours sous contrainte aussi. Les choses marchent un peu mieux. Mais si vous regardez le nombre d'administrateurs à l'hôpital privé, là où à l'hôpital public vous avez 10 personnes, à l'hôpital privé ils sont 3. C'est plutôt la contrainte, elle s'établit plus sur les administratifs que sur le soignant. Et donc il y a un problème de management de l'hôpital public par rapport à l'hôpital privé, en tous les cas, qui lui continue à gagner des sous, d'accord, alors que l'hôpital public en perd. Donc, petit commentaire pour les étudiants, moi j'ai des enfants, et il ne fallait pas aller voir les malades, parler avec eux. Souvent, vous allez voir, on n'a plus beaucoup de temps dans les hôpitaux où nos chefs n'ont pas le temps. Le fait de. Il n'y a rien de pire pour les patients d'être dans l'angoisse de ne pas savoir, et donc vous qui avez un peu de temps, allez leur parler, soyez bienveillants, c'est comme ça qu'ils se sentiront mieux et été remontés. On laisse voir la vidéo, on remercie évidemment. Donc 3 minutes et ensuite donc on laisse les participants partir accompagner le professeur Raphaël Petit à travers de son livre. Le livre de ce petit qui est là, pour les également, je vous encourage vraiment à le lire et à voyager avec lui. Et évidemment, il est extrêmement joignable lui aussi également. Si vraiment vous avez l'initiative de vouloir organiser dans votre faculté une conférence sur l'humanitaire de façon à pouvoir véhiculer ces valeurs-là auprès de tous vos collègues, je vous encourage à le faire, c'est extrêmement simple. Je vous mettrai en contact avec Inès de Nancy qui l'a fait, et elle vous donnera le procédé à faire. Donc on peut l'applaudir, on peut applaudir tout le monde. Merci à vous.